Bonjour à tous, bienvenue à l'événement de rentrée de l'Infopole. Alors c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Voilà, c'est vrai, c'est de façon virtuelle, mais ça nous tenait à cœur d'organiser quelque chose pour réunir l'ensemble de la communauté de l'Infopole ici en 2021 pour lancer l'année. La thématique, comme vous l'avez vu, croissance et innovation numérique, les facteurs de succès. Avant de repasser le programme en revue, je vous propose un petit mot d'introduction de notre président Arnaud Ligaud de Ceblou. Arnaud, je te... Oui, bonjour à tous, bienvenue à tous. Voilà, 2020 c'est terminé. Malheureusement, le Covid est encore un peu là et effectivement, on est encore sur un événement virtuel, malheureusement, avec les côtés moins pratiques en termes de networking que ça apporte. Toutefois, on peut remarquer que malgré ce contexte, en 2020, l'équipe de l'Infopole, Charlie et Magali ont fait preuve de pas mal de création, d'innovation pour vous proposer un maximum d'activités. Alors c'est vrai que le networking n'a pas toujours été évident lors des différents webinaires, de manière à rencontrer des prospects, des partenaires, etc. Et c'est pour ça que l'équipe de l'Infopole s'est principalement centrée autour d'événements de matchmaking thématiques en lien avec l'un ou l'autre projet ou source de financement. Dans le contexte actuel où le numérique devient une thématique majeure des politiques européennes, régionales, etc., on l'a encore entendu dernièrement par rapport aux différents plans de relance, il convient de rappeler en quoi notre ASBL peut être unique et utile. Tout d'abord, la force de l'Infopole, ce sont évidemment ses membres, qu'ils soient des universités, des centres de recherche, des centres de compétences ou bien sûr les grandes entreprises qui le composent. Et tous ces membres sont rassemblés ensemble au sein d'une même organisation. Ça permet à cette organisation d'avoir également une force de partenariat, des partenariats avec d'autres organisations, des clusters, des pôles, des agences, des centres de formation, des centres de recherche, etc. Et évidemment, la volonté d'augmenter le nombre et la qualité de ces différents partenariats. La force de l'Infopole, c'est aussi à travers son caractère transversal, par rapport à différents acteurs qui existent dans le paysage, qui sont très verticaux par rapport à des thématiques très précises. L'Infopole vise vraiment, comme notre secteur, le numérique, à être transverse et donc adresse au travers de tous ses membres une grande diversité des expertises numériques. Avant de céder la parole à Charlie, Magali et puis les différents orateurs de l'événement, on doit malheureusement revenir sur la triste nouvelle que beaucoup ont déjà appris, à savoir le départ de Magali. Magali quittera prochainement notre organisation, non sans avoir correctement, préalablement transmis le flambeau à un nouveau directeur. La transmission de ce flambeau est déjà en cours, le processus de recrutement se termine et donc dans les prochains événements, vous aurez certainement l'occasion de rencontrer notre nouveau directeur. On ne peut pas encore communiquer le nom parce que tout n'est pas 100% finalisé, mais rassurez-vous, les choses sont en bonne voie. Ce sera donc le dernier événement de rentrée Infopole organisé par Magali. Toutefois, on espère que ce ne sera pas son dernier événement Infopole tout court. On espère encore la croiser lors de différents événements. Je note quand même, à titre personnel, qu'elle a choisi de nous quitter à un moment où les verres de départ sont purement virtuels. Je l'oublierai pas, Magali, on s'arrangera. Enfin, je profite encore de quelques secondes de temps de parole pour la remercier pour tout le travail accompli, mais également remercier Charlie pour tout le travail réalisé, puisque Charlie n'en est pas moins à 8 ans d'Infopole ce mois-ci, donc félicitations à eux deux. Avec optimisme maintenant, nous avons décidé pour cet événement de rentrée de mettre en lumière à travers différents témoignages les facteurs de succès, de croissance et d'innovation au sein du secteur numérique. C'est donc la thématique de ce jour, mais c'est également la thématique qui sera au cœur du programme du premier semestre 2021. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent événement. Super, un tout grand merci Arnaud et je note pour le pot de départ. Alors, passons maintenant à notre programme. Donc, effectivement, cette thématique croissance et innovation, les clés de succès, nous allons avoir plusieurs témoignages, mais aussi des conseils de pro, trucs et astuces aussi pour pouvoir un petit peu mieux maximiser sa stratégie marketing, notamment grâce au networking. Alors, donc, nous allons commencer par un témoignage de Sébastien Jodogne d'Osimis, de Startup Scale Up, les facteurs de succès. Nous passerons ensuite par les trucs et astuces grâce à iCup. Ensuite, nous aurons également des informations utiles pour voir comment innover grâce aux appels à projets et financements régionaux et européens.
Et puis, nous aurons plusieurs entreprises actives au sein de l'Infopôle pour présenter quelques innovations numériques. Enfin, nous aurons une présentation de Charlie du bilan 2020, mais également des actions de l'Infopôle prévues pour 2021. Et puis, nous vous proposerons d'avoir un moment de rencontre, un moment de networking grâce à des tables virtuelles. Vous avez peut-être déjà pu les tester en attendant le début de la session. Voilà, alors je vais laisser la parole tout de suite à Sébastien Jodogne, donc de Zimis. Sébastien Jodogne, est-ce que vous êtes là? Je vais vous demander de partager vos slides. Si vous Je suis en train d'arriver. Nous raconter votre histoire au sein de Zimis. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, parfait. Oui, vous voyez donc mes slides. Ben voilà, donc moi, tout d'abord, je vous remercie évidemment de l'invitation. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est vrai que moi, mon témoignage va surtout parler un peu de mon expérience par rapport à comment est-ce que j'ai créé un projet de recherche et comment est-ce que ce projet de recherche universitaire à la base est devenu une société commerciale avec une dizaine de collaborateurs maintenant ici à Liège qui s'appelle Osimis. Donc voilà, j'ai choisi un petit peu de partir tout d'abord, comme informaticien, on ne se refait pas par Hello World, pour un peu vous parler de mon background personnel. Donc, à titre personnel, je suis un informaticien, comme je viens de vous dire. J'ai fait un doctorat à l'Université de Liège. J'ai d'abord travaillé dans plusieurs sociétés privées comme EVS et Euresis. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser très fort aux applications de l'informatique, plutôt dans le domaine médical. Donc, j'avais envie d'un petit peu réconcilier mon métier d'informaticien avec une profession qui fait sens finalement. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir avec l'informatique à soigner des gens? Et c'est ainsi que j'ai eu l'opportunité un peu d'une vie, comme on pourrait le dire, que le CHU de Liège m'a accueilli pour commencer à développer des choses pour l'imagerie médicale dans un vrai hôpital avec des vrais patients et avec une finalité sociétale derrière. Ce qui m'a amené à créer un projet open source qui est maintenant bien connu, qui s'appelle Hortank, et consécutivement à fonder la première spin-off du CHU de Liège qui s'appelle Osimis. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de mon expérience dans le projet Hortank, donc, qui a commencé avant Osimis et qui continue encore au jour d'aujourd'hui. Alors, il faut que vous sachiez qu'au niveau de l'imagerie médicale, on a une explosion terrible du nombre des images qui sont réalisées chaque année dans le monde. Donc, quand on regarde que la Belgique, en 2013, on comptait déjà plus de 30 millions d'examens d'imagerie qui étaient générés chaque année dans tous les hôpitaux belges, pour seulement 11 millions de personnes. Ce qui signifie qu'en moyenne, chaque Belge va bénéficier de 3 examens de radiologie durant chaque année. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Parce qu'on est en fait dans une logique qu'on appelle la logique du multimodal et la logique du longitudinal. Le multimodal, ça signifie qu'on va commencer à combiner plusieurs modalités d'imagerie, l'IRM, le CT scan, l'ultrason, les radiographies et ainsi de suite. Tout ça pour mieux voir certaines structures qui sont relatives à une pathologie. Et ensuite, l'aspect longitudinal, ça signifie qu'on va s'intéresser à l'évolution de la pathologie d'un patient dans le temps. Alors tout ça, c'est vraiment en train d'être en plein développement avec l'oncologie, avec les maladies cardiovasculaires, la neurologie, tout ce qui est chirurgie, orthopédie, dentisterie. On va retrouver des tonnes d'applications, notamment de l'intelligence artificielle, dans tous ces domaines de l'imagerie médicale. Alors ici, je vais passer rapidement, mais sachez que chaque hôpital au monde fonctionne avec ce qu'on appelle le DICOM. Donc le DICOM, c'est un standard. Donc là, je prends ma casquette d'informaticien. C'est un standard informatique qui est à la fois un format de fichier et un format d'interopérabilité, c'est-à-dire un protocole réseau de communication. Et tous les hôpitaux du monde, notamment tous les flux d'imagerie radiologique dans tous les hôpitaux du monde, sont régis par ce standard. Ce qui signifie qu'on est dans un des rares domaines du clinique, du médical, où on est certain d'avoir une très très bonne interopérabilité. L'imagerie médicale, pour ça, c'est très chouette. Mais il y a également des difficultés. Et les difficultés, c'est évidemment lié au volume des images. Une bête radiographie va par exemple peser 10 mégas. Bon, 10 mégas, de nos jours, c'est pas grand-chose. Mais quand on commence à faire un scanner, donc qui est un peu l'examen de routine de nos jours quand on va aux urgences, etc., là, on est directement à 500 mégas.
Et puis, on a des images de plus en plus grosses jusqu'à arriver à ce qu'on appelle l'anatomopathologie. Donc, ce sont des images gigantesques bon, ici j'ai mis 10 gigabytes sur ce slide, mais qui peuvent monter à 30 et parfois même 100 gigabytes. Donc, ce sont vraiment des énormes volumes de données qui sont toutes stockées dans chaque hôpital du monde dans un gros serveur central qu'on appelle le PACS. Et le PACS, que vous voyez ici au centre du slide, c'est un peu ce qui va récolter toutes les images qui sont générées par toutes les modalités de l'hôpital et sur lesquelles tous les radiologues vont se connecter pour faire leur compte-rendu, leur protocole, pour un peu analyser la situation de chaque patient. Alors, le hype, évidemment, actuellement, je ne vous apprends rien, c'est l'intelligence artificielle. Je déteste le mot intelligence artificielle, même si je vais l'employer ici pour qu'il soit bien que tout le monde voit bien de quoi je parle, mais je préférais qu'on parle d'apprentissage machine, d'apprentissage statistique. Finalement, ça dédramatise très fort quand on parle d'intelligence artificielle. L'homme de la rue s'imagine que les ordinateurs vont arriver avec des petites lunettes, des petites pattes, et vont commencer à remplacer les médecins. Et ça, évidemment, ça fait beaucoup de peur dans le domaine médical. Quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le hype du moment et tout le monde en parle. Sauf que c'est bien joli d'en parler, mais en pratique, quand on est dans un hôpital, même si on a le DAECOM, on est toujours dans le monde du Jurassique. On est toujours dans le Jurassic Park. Pourquoi ? Simplement parce que au jour d'aujourd'hui, on reste avec des pétabytes de données qui ne sont pas exploitées dans les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux, tout simplement, ne sont pas équipés pour réussir à faire sortir leurs données et à les envoyer par exemple, dans un algorithme d'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, le fait de partager et d'accéder à l'imagerie médicale, c'est une tâche qui reste excessivement complexe. Ça peut paraître vraiment étrange, mais à l'intérieur même de l'hôpital, c'est parfois très difficile de faire circuler des images entre deux services. Alors, vous pensez bien, quand il s'agit de les envoyer dans un algorithme d'intelligence artificielle, on va encore se ramasser beaucoup plus d'autres difficultés, ne fût-ce que de l'envoyer dans le cloud, parce que généralement, les algorithmes d'AI, les éditeurs de logiciels qui les développent, préfèrent que ces algorithmes restent dans le cloud sur des serveurs qu'eux-mêmes administrent pour être sûr que tout se passe bien. Donc, c'est un vrai challenge d'amener l'image depuis la modalité d'acquisition jusque dans l'algorithme de processing qui va parfois tourner dans le cloud. Alors, sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle, en fait, on a même des problèmes bien avant ça. Il est par exemple très difficile d'échanger des données entre deux hôpitaux. Or, les hôpitaux, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par exemple, quand on parle d'oncologie, il y a ce qu'on appelle la continuité des soins qui fait que les images doivent être envoyées de manière harmonieuse entre deux hôpitaux pour être sûr que toutes les informations médicales sont en possession du traitement, de l'hôpital qui va traiter le patient in fine. C'est évidemment très difficile, vous l'avez peut-être vécu vous-même, d'accéder à l'image en tant que patient dans certains hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont extrêmement bien équipés, il y a des sociétés, même wallonnes, comme Télémis par exemple, qui proposent des portails de publication pour les patients, mais ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas équipés de ce genre de solution. Et ensuite, quand on commence à regarder les professionnels, on a beaucoup besoin de seconde expertise dans certaines pathologies. On a envie de demander une référence à un expert bien connu qui est à l'étranger. Et donc, dans ces cas-là, il est très difficile de prendre une image et de la mettre à disposition d'un professionnel qui est en dehors de l'hôpital. Donc, tout ça est aussi aggravé par le fait que les personnes qui s'entraînent à faire de l'imagerie, donc les infirmiers, les médecins, etc., n'ont accès aux vraies modalités d'imagerie qu'à partir du moment où ils sont en stage à l'intérieur de l'hôpital. Donc, il y a vraiment un déficit d'outils faciles à utiliser, généralistes, pour que tout le monde puisse prendre part à l'apprentissage autour de l'image. Alors, pourquoi est-ce que c'est ainsi ? Simplement parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, tout est centré sur le PACS et sur le flux de la radiologie. Donc, tous les hôpitaux sont réfléchis au niveau de l'imagerie médicale pour faire plaisir au flux de l'imagerie médicale. Mais ce flux est beaucoup plus simple, en fait, que tout ce qu'on veut faire avec l'image. Ça ne prend pas en compte les autres spécialités que la radiologie. On n'a pas vraiment de PACS qui sont, enfin, il y en a de plus en plus, mais ils ne sont pas tous équipés avec des facultés d'algorithmes qui permettent d'analyser automatiquement les images. C'est difficile de faire de la recherche sur ce flux-là parce qu'il faut sortir les images du PACS. La téléradiologie est très difficile à faire et la communication de données aux patients, c'est des flux à part. Donc,
les vraies difficultés qu'on va voir. On a l'image d'un hôpital où on a une belle plomberie avec toutes les images qui circulent de manière totalement harmonieuse, mais en pratique, on va se retrouver avec 3 grandes catégories de problèmes. Tout d'abord, ici en bas, l'interopérabilité. Pourquoi? Chaque fabricant va chercher à faire en sorte que l'hôpital reste dans son écosystème à lui, et donc on a souvent des problèmes d'incompatibilité entre équipements. On a le problème de l'accès pour les softwares qui sont spécialisés. C'est là qu'on va par exemple trouver l'intelligence artificielle. Il est difficile de forer la plomberie pour réussir à extraire les images qui nous intéressent. Et après, un hôpital, c'est extrêmement hétérogène. C'est une vraie usine à gaz. Il y a plein de modalités qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps. Et donc, on est dans une usine à gaz avec des automations qui sont difficiles à mettre en œuvre, des échanges qui sont problématiques entre différents hôpitaux et autres. Ce qui représente au final un énorme coût pour tout le système de soins de santé à l'échelle mondiale, même si on a la chance d'avoir le protocole d'ICOM qui est partagé par tout le monde. C'est pourquoi, en 2011, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur en imagerie médicale au CHU de Liège, on m'a donné comme tâche d'avoir des outils qui nous permettent automatiquement, nous-mêmes, de prendre contrôle de notre imagerie, de manière à pouvoir alimenter de l'analyse d'image et de manière à pouvoir faire de l'algorithmique, de l'intelligence artificielle et autres sur les images qui, in fine, appartiennent à l'hôpital. Ça, c'était en 2011. Et en 2012, on a développé Hortank, qui a été le premier serveur d'ICOM, donc d'ICOM, c'est le format d'imagerie médicale, qui est développeur friendly. Ça veut dire qu'on a réellement cherché à faire quelque chose qui parle aux développeurs et qui démarre d'un coup de cuillère à peau. Vous le téléchargez, hop, il tourne. C'est très différent de ce qu'on avait avant, où il fallait vraiment mettre en place des choses extrêmement complexes pour que ça tourne. Alors, pour parler de nouveau en termes d'informatique, quelles sont les 2 principales idées derrière Hortank? Une architecture orientée microservices. Donc, on a voulu faire un microservice qui est là pour le DICOM. Et la deuxième grande idée, c'est de faire en sorte que ce développement profite à tous les autres hôpitaux du monde. Et c'est pour ça qu'on a utilisé l'approche du logiciel libre, parce qu'on voulait faire en sorte que ce qu'on développe, ça corresponde à un partage de l'innovation et à un partage des connaissances. Donc, on voulait réellement faire en sorte qu'il y ait une stimulation de l'écosystème de l'imagerie médicale. Et actuellement, c'est vrai que quand on va dans un salon de l'imagerie médicale, il y a la moitié des entreprises qui vont utiliser Hortank en interne parce que c'est pratique, c'est extrêmement bien adapté aux tâches des développeurs. Alors, initialement, comme je vous le disais, on est venu donc dans la plomberie extrêmement complexe de l'hôpital, proposer ce que moi je qualifie souvent d'un petit vase d'expansion qui permet d'aller accéder à l'image de manière plus simple. Et donc, ce projet à la base, qui était Hortank, était vraiment focalisé sur la simplicité, sur la portabilité. On a utilisé du C++, on a utilisé des biens Docker, etc., pour faire en sorte que le développement soit aussi facile que possible. D'ailleurs, je vois que le président de la FOPOL connaît bien nos outils parce qu'on est chez Ciblou au niveau de notre serveur de démo, etc. Donc, on utilise Docker pour faire tourner ça sur les serveurs de Ciblou. Alors, voilà, on a proposé évidemment des outils web qui sont très faciles. En un clic, les médecins sont capables de créer un fichier zip. En un deuxième clic, hop, ils anonymisent. En un troisième clic, ils envoient à un autre endroit. Donc, c'est vraiment une interface qui n'est pas très jolie, mais qui est extrêmement fonctionnelle et que les gens apprécient. Alors, ça, c'était le début d'Hortank. Le début d'Hortank, c'était cet aspect de pouvoir avoir un PAX auxiliaire sur lequel on pouvait ponctionner des données. Mais ensuite, très rapidement, les gens se sont aperçus, tiens, avec l'API REST, en fait, qui est à l'intérieur d'Hortank, on est en mesure de facilement remplacer les CD. Parce que actuellement, on a encore plein d'échanges qui se font par des CD qui sont envoyés par la poste. Il y a 10 ans, c'était tous les examens qui étaient envoyés par la poste. Aujourd'hui, déjà beaucoup moins. Mais les gens se sont aperçus qu'avec les API REST, on était capable d'envoyer des données de manière sécurisée à travers Internet, ce qui est très bien pour l'oncologie, la continuité des soins, les études multicentriques, etc. Alors, ça, c'était la deuxième étape, le fait de pouvoir envoyer les images entre sites. Et la troisième étape à laquelle on est maintenant, c'est qu'on a réellement converti Hortank comme étant une plateforme, un framework qui permette à des gens de développer de toutes nouvelles applications. Ces applications-là s'appuient
beaucoup sur l'API REST d'Ortank, comme vous le voyez là au-dessus. Et donc, on a plein de gens qui commencent à développer des applications sur Ortank. Ce qui nous intéresse, nous, parce que plus les gens utilisent, plus ils débuguent, et plus ils voient le nom d'Ortank, plus ils vont chercher des services professionnels que Osimis, la société dont je vous parlerai juste après, est en train de proposer. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que, puisqu'on aime beaucoup l'intelligence artificielle, dans Ortank, on a la possibilité de créer des plugins écrits en Python, ce qui permet aux gens de très rapidement déployer des modèles de machine learning à l'intérieur d'Ortank et de les appliquer aux images médicales. Une autre fonctionnalité qui est beaucoup utilisée, c'est celle des scripts Lua. Donc Lua, vous connaissez peut-être, il y a beaucoup de développeurs de jeux vidéo qui utilisent ça. C'est un petit langage de scripting qui permet de faire des choses très rapidement. Alors, voilà quelques genres d'applications qu'on a développées au CHU de Liège. Quelque chose pour voir le suivi des diabètes avec des images de fond de l'œil. C'est ce qui est ici en haut à gauche. On a fait du contrôle qualité des imageries PET. On a fait un outil qu'on appelle Shannon qui permet d'anonymiser de grands volumes de données à destination des firmes pharmaceutiques qui font de la recherche avec les partenariats des hôpitaux. Et on a aussi développé des plateformes qui permettent aux chercheurs et aux enseignants de télécharger les images facilement, de manière anonymisée, depuis le PACS de l'hôpital. On a des plugins, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais on a des trucs pour faire du whole slide imaging, donc les images à l'impact que je vous ai expliqué tout à l'heure qui sont gigantesques. On a des solutions de téléradiologie, on a la possibilité de basculer sur du Postgres, sur du Maria, et ainsi de suite. Alors, au niveau de la recherche clinique, forcément, Ortank, c'est un projet de recherche, donc on a fait pas mal de recherches avec, comme par exemple l'analyse de texture du signal PET, on a fait de la quantification de sténose aortique sur base de l'IRM cardiaque, on a travaillé avec des projets télévis sur l'alignement d'images 3D, sur le contrôle qualité des images qu'on appelle RT Struct, donc qui sont les contours de la radiothérapie. Je vais passer ce slide-ci, finalement, c'est pas très important ici. Le projet a eu un beau succès, ce qui fait que j'ai reçu en 2015 le prix de la Free Software Foundation, qui a donc nous permis d'avoir un énorme boost de la visibilité du projet Ortank, ce qui fait qu'en 2019, on a organisé la première conférence Ortank, où on a rassemblé 90 personnes de tout le monde pour discuter des applications du logiciel libre dans le domaine de la médecine à Liège. Donc voilà, c'était la petite photo de famille de l'époque. Alors maintenant, juste pour vous dire que Ortank est quand même un gros projet, on parle plus de l'ordre de 330 000 lignes de code avec une communauté de l'ordre de 1000 membres qui sont sur le forum de discussion. On a plus de 350 000 téléchargements et on est cité dans pas mal de projets de recherche à travers le monde. Si ça vous intéresse, voilà la référence pour l'article. Et c'est là où je vais plutôt arriver sur la partie de la valorisation commerciale. Vu que Ortank a été un beau succès, on s'est dit, moi je suis chercheur, mais un chercheur, sa responsabilité sociétale, ça reste in fine de créer de l'emploi à haute valeur ajoutée et difficilement délocalisable. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup œuvré à la création, dès 2015, d'une société qui s'est appelée Osimis, et dont le but est notamment de proposer des services commerciaux sur Ortank. Alors, Osimis, c'était en septembre 2015, et c'était la première spin-off de l'hôpital, du CHU, de Liège. Voilà un peu l'équipe, la petite photo de famille. Donc, on a une dizaine de collaborateurs actuels au Val-Benoît. Et notre business model, le voici. Donc, on a Ortank, qui est un projet open source, libre, qui restera libre et open source à travers le monde. Donc, c'est moi qui suis responsable en tant que Chief Scientific Officer du projet Ortank. Mais on va greffer 2 offres commerciales sur base d'Ortank. On va d'abord avoir Osimis, la vraie société très orientée B2B vers l'industrie, où on va vendre des packs de support, on va faire des développements sur mesure, on va vendre des licences pour Ortank, donc des exceptions de licences qui sont rendues possibles grâce au modèle de licence qu'on utilise pour Ortank, qui est la GPL. Et à côté de ça, on a la partie plus Li-Fi. Donc là, le principe, c'est plutôt que de prendre Ortank comme étant un building block, on va donner des solutions clés en main pour les hôpitaux qui s'intègrent bien, avec une ergonomie, avec des garanties comme la certification, des SLA, etc. Donc tout ça, c'est la partie Li-Fi qui est sur la droite.
Et le deal, en fait, c'est que les activités Osimis pour l'industrie et l'I-Fi pour les hôpitaux, les bénéfices qu'ils génèrent sont réinjectés en partie dans un équivalent temps plein pour Ortank, pour faire grandir le projet et continuer à générer de l'attraction. Alors, quelques références industrielles, hein, je ne vais peut-être pas les passer en détail, mais on travaille notamment avec GE, IBA, qui sont bien connus, mais aussi avec plein d'autres sociétés à l'échelle mondiale. Voici à quoi ressemble la plateforme Li-Fi. Donc, c'est vraiment une plateforme très clinique, mais on a quand même voulu avoir une interface qui soit simple, fonctionnelle, mais relativement jolie, qui permet aux gens d'assez rapidement prendre en main le système. Si vous avez envie, il y a une démo qui est en ligne à l'adresse ici en dessous. On a également un portail de publication qui est intégré à l'intérieur de Li-Fi, ce qui permet aux gens de publier les données. Et ce qu'on est en train de développer maintenant, là je vais boucler la présentation par rapport à ce que je racontais tout au début, c'est qu'on est en train de mettre en place ce qu'on appelle la Gateway AI, qui va permettre de rapidement aux différents hôpitaux de pouvoir envoyer des images anonymisées dans des algorithmes qui sont hébergés dans des serveurs cloud, qui vont ensuite, in fine, renvoyer leurs résultats vers l'hôpital et les réintégrer dans l'environnement PACS, qui est bien connu du médecin, du radiologue, et ce qui va donc permettre de boucler la boucle entre la volonté des AI et leur intégration de ces algorithmes au sein de la routine clinique. Donc ici, par exemple, c'est un exemple réel où on a la possibilité d'analyser des radiographies pour détecter les fractures. J'étais aux conclusions, voilà, mais voilà, donc j'étais arrivé là-bas, donc Ortank, logiciel libre pour l'imagerie médicale, Osimis, société commerciale qui vend des services et des produits intégrés sur base d'Ortank. Et ça conclut ma discussion. Merci Sébastien, beaucoup de choses intéressantes dans ta présentation. Ici, je pourrais noter quelques éléments. Donc, on était sur les facteurs de succès pour une croissance et donc comment s'est développé votre business. Alors, je vois une très, très bonne connaissance du secteur et du métier, une analyse pointue du besoin de votre client finalement. On voit qu'il y a vraiment une recherche et une volonté de comprendre ce qui pourrait simplifier les choses. Et ça, je note aussi comme élément clé la simplicité. Vous l'avez cité plusieurs fois dans les solutions que vous proposez. Et puis, je noterai aussi une adaptation continuelle, c'est-à-dire que j'ai l'impression que à l'usage, en fait, vous allez vous adapter et proposer des nouvelles choses en fonction dont vos clients vont utiliser ce que vous proposez. Est-ce qu'on peut résumer un peu voilà, les façons dont vous avez Je ne peux dire que c'est un résumé parfait de ce que je viens de raconter, effectivement. Donc, c'est vrai que voilà, on a essayé de faire donc, c'est une spécificité peut-être qui n'a pas été évoquée dans cet excellent résumé, c'est qu'on essaye d'être en contact le plus possible avec l'innovation. Donc, rester vraiment très en contact avec l'amont. Ne pas oublier la recherche universitaire, la recherche clinique, etc. Parce que finalement, ce sont ces gens-là qui définissent ce qui se fera demain dans les hôpitaux. Oui, donc une super combinaison parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans les hôpitaux aussi, beaucoup avec vos clients et donc oui, la combinaison des deux qui vous permet finalement d'avancer. Merci beaucoup Sébastien. Alors, après cette première intervention et ce témoignage, nous aurons d'autres témoignages d'entreprises par après. Mais ici, nous allons d'abord entendre quelques conseils de professionnels. Alors, on va commencer par Dominique Pellegrino de iCup. Dominique, si tu veux bien te connecter, partager ta présentation. Et donc, toi, tu vas nous expliquer un petit peu comment maximiser l'approche marketing grâce au networking. Et donc, pourquoi le networking aussi, c'est quelque chose d'important pour le développement de son business. Est-ce que c'est bon pour toi, Dominique? On dirait, non? Là, ça va? Vous voyez mes slides? Oui. Bonjour à tous. Donc, en effet, merci notamment à Charlie pour avoir pris cette initiative de me contacter et de me permettre de partager ça avec vous. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre par rapport à ce qu'on vient de voir et vraiment vous parler de quelques éléments qui, pour moi, me semblent basiques, mais qui, a priori, ne le sont pas pour tous. En effet, on va parler de networking, mais surtout de marketing. Networking, au moment du Covid, c'est du networking peut-être un peu digital. C'est tenter d'approcher ses clients, en tout cas ses prospects, ses leads, d'une certaine façon. Comme le networking, il faut
plus d'une touche pour arriver à closer un deal. Et donc, c'est à ça que j'ai envie de vous initier à travers quelques écrans, quelques chiffres et quelques éléments. Premièrement, un mot, mais vraiment très rapide pour que vous compreniez la démarche et d'où je viens. Donc, moi, je viens de chez Easy. Donc, Easy, on est une boîte IT, voilà, bien connue, je pense, dans le secteur des TIC en Wallonie. Donc, voilà, on a été entreprise de l'année il y a 2 ans et quelquefois quelques autres prix. Je pense qu'on a réussi à créer quelque chose qui, à un moment donné, a pu être partagé. On a commencé à faire des conférences, des clés du succès, en toute humilité, ce qui fonctionnait pour nous. Moi, j'étais directeur commercial et marketing sur une des 3 business lines, aussi partenaire dans l'aventure et associé. Et à un moment donné, chez Easy, on s'est dit qu'on avait le devoir de partager un petit peu ce qui fonctionnait pour nous avec d'autres entreprises. Et donc, on a créé Easy Jump. Easy Jump était une structure dans laquelle on investissait dans certaines entreprises, juste pour apporter un petit côté financier, mais l'objectif n'était pas tout à fait là, mais était plutôt de partager ce qui fonctionnait pour nous, réseau, donc networking, mais également bonnes pratiques. Et à travers ça, ce qu'on a constaté très très vite et très souvent, c'était que ce qui était compliqué pour les entreprises, c'était le côté commercial et marketing. On a rencontré toute une série d'entreprises qui avaient des super projets, des gars super intelligents, qui portaient des projets, mais vraiment de manière, on va dire, plus ingénierie ou qui avaient vraiment des capacités intellectuelles à porter des projets. Et en même temps, c'est des sociétés qui n'évoluaient pas ou qui ne se développaient pas. Quelle était la raison principale? Le développement commercial et marketing. Et donc, à un moment donné, il faut se lever, sortir de son bureau, sortir de son produit pour aller au contact de ses clients, pour aller au contact de ses prospects, de partenaires également, pour faire en sorte que cet écosystème permette à l'entreprise de se développer. Et donc, fort de ces expériences-là, j'ai commencé moi-même personnellement à être animé par ces échanges avec des plus petites structures. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a maintenant d'1 an et demi, 2 ans, d'essayer de faire un pas de côté de chez Easy, de ne plus être dans l'opérationnel, et puis maintenant de ne même plus avoir de part depuis maintenant 2 semaines. Voilà. Et donc du coup, j'ai créé iCup avec 2 autres collaborateurs, un ancien de chez Easy et un 3e de chez Dimension Data. Notre volonté était d'aider les entreprises à se développer au niveau marketing et commercial. Et donc à travers toute une série de bonnes pratiques, de services, on va dire. Mais en même temps, à un moment donné, assez vite, on s'est senti freiné par juste le côté service. Et comme on est 3 gars qui viennent de l'IT, moi j'ai fait aussi une maîtrise en informatique avant, même si je suis passé du côté obscur et donc commercial à un moment donné, on a eu envie de repartir à nos bases, c'est-à-dire de créer un soft. Et donc Catchup est né, qui est alors un soft de CRM, marketing automation, côté commercial et marketing. Ça, c'était juste pour la petite intro. Et donc, le constat, c'est lequel, et c'est à ça qu'on va avancer ensemble à travers ces quelques slides, c'est d'être tous conscients, et je pense qu'on en est vraiment tous conscients, que la façon d'agir, la façon de faire des affaires a fortement évolué ces dernières années. Et j'ai envie de dire cette dernière année encore plus. Donc, vraiment, on a tous depuis des années des comportements qui ont évolué pour nos propres achats. Donc, on va parler souvent de B2C, du coup, mais de manière B2B, ces comportements ont également évolué fortement. Donc, le comportement d'achat de nos prospects, de nos clients, a considérablement changé ces dernières années. Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on va s'intéresser à un produit ou à un service avant même de rentrer en contact avec un interlocuteur commercial. Et donc, comme on le fait nous-mêmes, je sais pas moi, si on veut aller acheter un produit, on va se renseigner sur ce produit sur Internet. Ça commence peut-être par Google, ça commence par les réseaux sociaux. À un moment donné, on va se retrouver peut-être dans un point de vente. On va aller voir cet objet physiquement. On va revenir à la maison. On va aller commander cet objet en ligne. Et donc, ce qu'on appelle de l'omnichannel, on va sommer comme ça toute une série d'interactions, mais avec des comportements qui, depuis une dizaine d'années, a vraiment évolué. Quelques chiffres. Aujourd'hui, on dit que 90% des décideurs B2B ne répondent jamais à un appel téléphonique. Donc vraiment quelque chose qui a fortement évolué. Il y a 15 ans d'ici, avant Internet, avant nos sites web, avant les réseaux sociaux, la seule façon d'avoir de l'information sur des produits ou des services, c'était d'accueillir téléphoniquement ou même dans les bureaux
un vendeur, un account manager d'une entreprise qui venait nous parler, tantôt pour nous-mêmes faire de la veille sur tout ce qui se faisait, mais également pour, à un moment donné, faire évoluer son entreprise. Aujourd'hui, vous comme moi, on est de plus en plus réticents à avoir un appel lambda de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam qui nous appelle. Si on prend le côté entreprise, 34% des sales estiment que la prospection constitue la partie la plus pénible de leur activité. Donc vraiment, ce cold calling, comme on l'appelle, est vraiment compliqué. Donc l'idée est de transformer cette approche froide vers une approche un peu plus chaude. 84% des dirigeants B2B utilisent les réseaux sociaux ou les plateformes de moteurs de recherche pour se renseigner sur une marque ou sur une solution avant de prendre une décision d'achat. Et enfin, et c'est un élément assez important, je trouve, 57% des processus d'achat des dirigeants B2B sont effectués avant de prendre contact avec un vendeur. Contrairement à avant, donc là, il y a vraiment une grosse différence. Et donc, ce qu'on va retrouver en bleu le marketing et en vert le côté un peu plus commercial, la situation d'avant, c'était un marketing qui était au fait dédié à faire du visuel. Vraiment du graphisme, faire vos plaquettes, peut-être vos slides, peut-être de la publicité offline, mais c'était plus ou moins tout. Assez vite, un contact acceptait une relation commerciale et là, le sales prospectait, se rendait visible, éduquait, présentait son offre, négociait et closait. Aujourd'hui, 57% du processus en amont, donc avant l'acceptation de la relation commerciale, va devoir être faite par le marketing. Donc, on va parler d'attirer et de nurser avant de passer la main à un sales qui, lui, va plutôt closer et optimiser. En réalité, l'idée, c'est d'arriver à un moment plutôt de warm approach, donc une approche beaucoup plus chaude avec quelqu'un qui est déjà entré en contact avec vous. On verra aussi plus loin que le sales peut aussi effectuer cette approche un peu plus chaude en ayant alors accès plutôt à un aspect networking. Conséquence de ces méthodes traditionnelles, vos sales n'exploitent pas leur plein potentiel en remuant donc des leads à froid. Et à terme, ils ne le feront plus. Ça va vraiment les saouler. D'ailleurs, le turnover chez les sales qui font du hunting est souvent plus élevé parce que c'est vraiment une tâche qui n'est pas évidente. Ils vont essayer de l'éviter. Ensuite, il y a un potentiel de vente pour votre entreprise qui vous échappe au fait. Donc, ce potentiel est assez important et va vous échapper parce qu'à un moment donné, les personnes qui ne veulent pas avoir ce contact avec un sales direct, et si vous ne maximisez pas votre approche en termes de visibilité, d'awareness, on le verra après, à un moment donné, ça va poser problème, vous allez moins vendre. Ça, c'est vraiment un élément important. Et d'ailleurs, on se rend compte de plus en plus que dans les entreprises, le marketing commence à avoir une place de plus en plus importante. On met de plus en plus de budget sur le marketing plutôt que sur les sales, et on va diminuer les équipes commerciales. Loin de moi l'idée qu'il ne faut pas de sales. Au contraire, chez Easy, on avait 30 sales. À un moment, on était à peine 200 et on ne faisait rien de sexy. On vendait du logiciel informatique avec vraiment une présence B2B. Donc voilà, ça c'est un constat assez important. Alors, de quoi on va parler vraiment pour faire évoluer tout ça? On parle aujourd'hui de MQL et de SQL. Le MQL, si on en regarde une définition rapidement, c'est ce qu'on appelle le Marketing Qualified Lead. En fait, c'est un lead qui découle de la stratégie marketing de l'entreprise et dont on est certain qu'il possède un intérêt réel pour votre offre ou votre produit. C'est un lead, de fait, qui a été qualifié ou pré-qualifié par le marketing et qui est suffisamment chaud pour se faire démarcher par un commercial et donc devenir un SQL, donc un Sales Qualified Lead, quoi. Donc, on est vraiment dans cette approche MQL, SQL, plutôt que d'arriver avec des méthodes qui sont souvent très onéreuses des équipes commerciales vers directement un prospect, un lead qui ne vous connaît pas. Alors, que faire pour passer du cold au warm? Donc, vraiment, que faire pour faire en sorte que cette approche traditionnelle que l'on a tous, onéreuse, qui va s'essouffler à un moment donné, puisse évoluer? Je vais vous donner là 4 points clés. Le premier, ça va vraiment d'attirer vos prospects de leur propre gré, avec du contenu pertinent, de qualité et personnalisé, plutôt que de les solliciter avec ces méthodes traditionnelles. Donc là, si on parle de contenu pertinent, de qualité et personnalisé, on va parler de ce qu'on appelle aussi l'inbound marketing. Donc vraiment, vous devez vous exposer comme un expert par du contenu. Donc partager du contenu, partager des éléments qui sont pas directement liés à votre produit, mais directement liés à votre cible.
Donc, ce qu'on doit faire dans ces circonstances-là, en fait, c'est de définir c'est quoi ma cible. Si la cible d'un produit, c'est je sais pas moi, un médecin dans un hôpital, par exemple, dans un secteur de la construction, ça va être une entreprise de construction. Imaginons, je développe un logiciel pour le secteur de la construction. Si ma cible, c'est le secteur de la construction, je dois m'intéresser à qu'est-ce qui l'intéresse. Pas spécialement mon logiciel, ça viendra après, mais vraiment, qu'est-ce qui l'intéresse d'abord en tant qu'entreprise de construction. Et là, d'essayer d'établir du contenu par rapport à cette approche. Donc, ça va être me présenter, par exemple, comme un expert sur toute une série d'axes. Est-ce que j'ai le droit de, je sais pas moi, défiscaliser une camionnette? Comment est-ce que je peux défiscaliser ma première camionnette? Qu'est-ce que ça va apporter? Ça, c'est une question auquel ils se posent, auquel on peut les aider à répondre. Donc là, on va parler de stratégie de blogging, par exemple, pour émettre toute une série d'articles qui concernent mon audience. À côté de ça, on peut par exemple dire quel est le bon moment pour engager son premier gestionnaire. À partir de quand je dois avoir un comptable en interne. Tout ça, c'est des soucis qui font partie du quotidien d'une entreprise de construction. Et à un moment donné, vous arrivez à un moment avec votre logiciel et vous exprimez le fait que vous êtes spécialiste. Coucou, je développe un logiciel et je peux vous aider. On vous a vu comme un expert, on a vu et revu votre marque un certain nombre de fois. Alors, on acceptera d'aller un peu plus loin avec vous. Et encore une fois, ceci doit être personnalisé par rapport à votre audience. Si à un moment donné, j'ai un produit pour dont ma cible ou mon persona, on appelle ça comme on veut, qui est une femme enceinte qui va bientôt accoucher, etc. Donc, je vais proposer peut-être un produit pour un futur bébé ou vraiment pour une maman qui va pouvoir apporter des soins à son enfant, etc. Mais je vais aussi, par exemple, proposer du contenu qui va être lié à ce qu'elle attend, aux questions qu'elle se pose pour, je sais pas moi, sa grossesse ou sa future maternité. Idem pour le père, quoi. Et donc là, on va apporter du contenu jusqu'à un moment donné, amener votre produit. Mais c'est pas tout. Ça, c'est vraiment la couche où vous êtes visible. Mais après, il faut suivre ces actions. Et c'est là, au fait, qu'en discutant avec Charlie, il y avait vraiment un intérêt dans cet échange, c'est de dire que ça ne sert à rien de juste annoncer votre offre et votre produit, ou même de vous annoncer comme expert. Il faut vraiment faire un suivi par rapport à ça. Donc, suivre les actions de ces prospects jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine température. Et c'est là la clé, c'est de vraiment trouver le bon mix entre avoir cette envie de les convertir, donc aller très vite vers la conversion, et avoir à un moment donné la patience de les faire monter en température. C'est vraiment là la clé. C'est comme, je vais oser un comparatif, parce que j'ose un comparatif qui est peut-être pas super adéquat, mais qui me fait souvent sourire et sourire mon interlocuteur quand j'explique ça. Si à un moment donné, en tant qu'homme, si vous approchez une femme ou une femme approche un homme ou un homme approche un homme, ne rentrons pas dans ces considérations, si vous allez trop vite, droit au but pour espérer aller trop vite dans la relation, à un moment donné, la porte va se fermer, tandis que si ça passe par un regard, un sourire, à un moment donné, vous allez peut-être l'accoster à un bar, lui payer un verre et la discussion va avancer, vous allez sans doute pouvoir aller plus loin dans la relation, alors que la même proposition au début aurait été assez compliquée. Et donc vraiment, cette notion de nursing, on va parler de nursing, est super importante. Donc, il faut multiplier les contacts pour à un moment donné arriver à ça. Je vous donnerai quelques chiffres par la suite. Dominique, il te reste une minute. Une minute. Moi, je suis à 14 minutes. Là, on m'avait dit que c'était 20, donc j'étais calé là-dessus, mais s'il me reste une minute, je vais accélérer alors. Actionnez votre networking. Donc là, on part du côté sales. Donc, c'est une démarche de networking avant de rentrer dans un processus de vente qui change la donne. Vraiment un élément important. Multipliez vos contacts. Allez au contact de vos partenaires, de vos clients. C'est vraiment super, super important. Et là, vous allez transformer ce call dans warm, parce que quand vous allez appeler quelqu'un que vous avez croisé dans un networking avec qui vous avez échangé, par la force des choses, il va être ouvert à cette conversation. Et enfin, il faut booster vos sales, organiser leur suivi et les aider à optimiser. Sans rentrer dans les détails, il y a vraiment plusieurs canaux d'acquisition. En marketing indirect, ça va être tout ce marketing que vous allez faire comme une bouteille à la mer. Vous allez espérer attirer du monde. Les réseaux sociaux, le SEA, donc tout ce qui est organique, votre présence sur Google, le SEO, pardon, le SEA, c'est tout ce que on va parler de pub, on va dire payante, donc les Google Ads, le social buying, etc. Tout ce qui est referral, donc essayez de vous retrouver sur d'autres sites pour vous ramener vers votre site, et tout ce qui est pub offline. Mais un élément super important qui aujourd'hui prend le pas sur le reste, on a
plus ou moins 4 milliards de personnes sur les réseaux sociaux, mais il y a 5 milliards d'emailing en marketing qui partent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est toujours super important. Et là, alors, vous pouvez mettre en place des outils de marketing automation qui vont multiplier les contacts. Et donc, on va vraiment pouvoir faire cette notion de multiples contacts. Et enfin, bien sûr, sur l'axe sales, le networking, les salons, créer des ambassadeurs qui vont vous ramener des leads et votre prospection reste un élément important, mais vaut mieux prospecter un lead show. Il va me rester un dernier point avant de vous présenter 3-4 chiffres, c'est votre funnel. Donc, vraiment pensez à vous rendre visible, à rendre votre entreprise visible. Donc, pour créer de l'intérêt, on va parler ensuite du nursing, donc c'est de faire monter vos leads en température et puis pour les amener à une conversion. Tofu, mofu, bofu, c'est le top of your funnel, le middle of your funnel et le bottom. Et toutes les actions vont être différentes et doivent être différentes en fonction de l'état de votre prospect qui va passer à suspect, enfin le lead qui passe à suspect et enfin à prospect pour arriver à un lead. Et ces derniers chiffres, juste pour vous expliquer, on parle aujourd'hui vraiment de ces chiffres qui sont assez éloquents. 2%, uniquement 2% de vos opportunités ne seront signées qu'au tout premier contact. 3% au deuxième, 5% au troisième, 10% au quatrième et 80% de vos opportunités seront signées entre le 5e et le 12e contact. Et donc là, que ce soit vos contacts digitaux avec toute une série d'emailing ou d'approches omnichannel, mais également vos contacts directs. Et ce qu'on sait aussi, c'est que uniquement 48% de vos vendeurs ne relancent jamais un prospect, 25 le font après le deuxième contact et 12% vont jusqu'à un troisième contact. Donc vraiment, là, il faut inverser la tendance pour aller plus vite et plus loin avec votre accès sales. Et seulement 10% vont faire plus de 3 contacts. Conclusion, rendez-vous visible avec du contenu de qualité. Faites un vrai suivi de vos leads. Vraiment, n'hésitez pas. Envoyer un dossier, un devis ou une offre sans faire un suivi, vaut mieux pas la faire. Vaut mieux garder votre énergie pour des offres sur lesquelles vous allez faire des suivis. Faites monter en température vos leads et puis faites un suivi rigoureux pour closer vos leads. Voilà, un petit truc, astuce et quelques chiffres par rapport à notre évolution au niveau marketing, networking et commercial. Merci Dominique. Avec voilà, plaisir. donc après ces quelques trucs et astuces, c'est vrai qu'on aura la période de networking où tu auras une table comme les autres où on pourra poser des questions. Donc, je propose de passer tout de suite à une autre question importante qui est la question un peu du financement avec Bernard Silkens de chez Next Step. Donc, Bernard, tu vas nous présenter un petit peu comment innover grâce aux appels à projets, aux financements régionaux et européens. Bernard, est-ce que c'est OK pour toi de partager tes slides? Oui, je suis... C'est bon? Voilà, c'est en train de changer. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Magali et à Charlie de m'avoir convié à cet événement. Ça me fait plaisir de retrouver la FOPOL après quelques années où j'y ai travaillé aussi. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques trucs et astuces sur base de pratiques vécues, de projets vécus qu'on a accompagnés. Donc je vais pas forcément être dans des statistiques ou dans des grandes généralités. Je vais vraiment passer sur des vécus à chaque fois pour donner vraiment des cas concrets et des astuces utilisables relativement rapidement. Alors, le plan que je souhaite suivre avec vous, c'est d'abord d'éliminer certains mythes et de rappeler certains contextes, passer vraiment à l'analyse des besoins et des outils qui sont accessibles. Quelle stratégie, alors j'ai mis au singulier, mais vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de stratégies possibles pour financer ces projets de développement, voire ces projets de recherche. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a peut-être pas que les appels tels qu'on les voit ou tels qu'on en entend parler. Je terminerai par un exemple concret et alors dans le cas des questions-réponses par la suite, s'il y a des aspects plus précis à aborder, on pourra y passer en revue aussi. Alors, premier cas, les subsides au sens large, et quand je dis subsides, je pourrais même quasi dire financement public et ses mythes. Premièrement, la
première grande clé, je dirais, c'est d'anticiper les choses. Donc, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute parce que généralement, le timing est souvent toujours trop court. 2, c'est avoir une logique de cofinancement. Et quand je dis cofinancement, c'est ne pas espérer qu'une seule source va permettre de financer la totalité de vos besoins. Ça, généralement, c'est un pari qui est, pour ne pas dire osé, qui est quasi voué à l'échec. Et l'idée, c'est d'avoir une logique qui va permettre d'accélérer votre développement, d'accélérer, donc de fluidifier, de mettre de l'huile dans les rouages. Alors, pour l'aspect subside en particulier, qu'il soit de recherche ou opérationnel, il y a quasi toujours des dossiers à faire avant les dépenses et puis avoir un suivi très spécifique. Donc, quelque part, on peut très vite se prendre les pieds dans le tapis si on ne fait pas attention au processus et aux procédures à suivre. Il faut garder à l'esprit que tout ce qui est de type subside, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas ça qui va être le carburant de votre entreprise. Déjà, c'est le chiffre d'affaires, mais si vous avez besoin de grandir, les subsides, c'est vraiment une optimisation, c'est une manière de récupérer une partie des dépenses, mais c'est pas la trésorerie qui va générer les investissements, qui va générer votre choix en termes de développement. Il y a une exception en termes de préfinancement. Dans certains cas, les projets R&D, il y a du financement au commencement des projets, pas uniquement à la fin. Donc ça peut déjà un petit peu aider, mais pour ceux qui ont déjà travaillé sur des projets de recherche et développement financés par le public, les procédures ou les process sont pas toujours très très rapides non plus, ce qui veut dire qu'il faut parfois avoir un matelas en termes de trésorerie pour permettre de passer sans encombre. Évidemment, les subsides ne sont pas extensibles ou à l'infini. Il y a toujours des plafonds, que ce soit par année, par type de dépenses, sans compter les contraintes européennes. Donc, quelque part, se dire c'est le Graal, je ne vais me financer que au travers de ces outils-là. Là aussi, non seulement c'est peine perdue, mais vous allez très vite déchanter. Ce que je dois malheureusement, et a fortiori dans ces conditions-ci rappeler, c'est que tout ce qui est subside ou financement public, malheureusement, dans beaucoup de cas, ne sont pas accessibles aux entreprises dites en difficulté. Et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est justement cette période-ci risque d'éjecter pas mal de monde de l'accès à ces financements publics. Ou alors ce sont des financements spécifiques pour entreprises en difficulté avec la SOGEPA par exemple. Mais quand on entend entreprise en difficulté, ça ne veut pas dire le fait d'avoir été en perte une année, voire deux successives. Il y a des explications qui peuvent donner pour ne pas être considéré comme entreprise en difficulté. Donc là, il y a certains critères comptables spécifiques. Et alors, dernier point dans les rappels, c'est que les subsides propres, je dirais, ne sont qu'une facette des outils de financement et qu'on peut, voire qu'on doit combiner pas mal de choses entre elles pour avoir la bonne stratégie de financement et c'est vers ça que je vais aller en partie aujourd'hui. Deuxième petit rappel, et je pense qu'on le vit dans les actualités, c'est qu'il y a différents niveaux de décision, pour pas dire différents niveaux de pouvoir, et la Belgique est une lasagne particulièrement riche à ce niveau-là. Donc, il y a tout ce qui est européen, dont la Belgique dépend. Il y a le fédéral qu'on oublie très souvent. Et puis, il y a les outils régionaux qui sont plus connus, ou en tout cas où il y a une communication qui est plus importante ou plus directement accessible. Je ne vais pas faire de stratégie de concurrence entre les régions, mais ce qu'on oublie parfois, c'est que on peut être présent sur plusieurs régions. Ce n'est pas exclusivement le siège social qui est à prendre en compte, mais parfois c'est les sièges d'exploitation et donc on peut très bien être présent sur plusieurs régions et donc avoir une logique adaptée à la région selon, par exemple, si vous avez du personnel qui est en région wallonne, même si votre siège social est à Bruxelles, c'est pas Bruxelles qui va vous financer de la R&D qui sera localisée sur la région wallonne et inversement. Donc il y a vraiment une logique adaptée là où l'investissement se fait, si c'est de l'investissement au sens amortissable ou là où le personnel se trouve. Et donc, comme je disais, c'est pas parce qu'on fait appel à une région qu'on est automatiquement exclu des autres. Maintenant, il y a une règle fondamentale, c'est que la double subsidiation est clairement illégale et que donc du coup, il ne faut pas que la même fiche de paie ou que la même facture soit renvoyée à deux régions parce que là, c'est les oranges assurés derrière les barreaux. Alors,
Je parlais au début d'analyser les besoins et d'analyser les outils pour être sûr qu'on parle bien de la même chose et qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux, je vais dire. Premier aspect, c'est je veux financer quoi? À savoir, dans une entreprise, si je repasse en revue sans parler de département en tant que tel, d'une manière ou d'une autre, on a toujours un aspect qui est lié à l'innovation, qu'elle soit technologique ou moins technologique, c'est la partie R&D, c'est comment est-ce que j'innove pour me démarquer des autres sur le marché. Il y a tout ce qui est marketing et communication, il y a des investissements, potentiellement on peut avoir de l'exportation, de la consultance de différentes manières, du fonds de roulement, donc là on est plus sur des aspects de trésorerie. Si on a du personnel, il y a potentiellement de la formation du personnel, et puis il y a toute la partie, je dirais, gestion commerciale qui est souvent liée à l'aspect marketing. Voilà, donc tout ça, c'est potentiellement des coûts différents. Et donc du coup, si on parle de coûts différents, les moyens financiers qu'on va aller utiliser doivent être adaptés à chacun de ces coûts-là. Ce qui veut dire, pour de manière très presque caricaturale, vouloir financer de la recherche et développement ultra technologique et demander un rendez-vous à son banquier, si vous avez le rendez-vous, soyez déjà content parce que ça n'ira pas plus loin. Inversement, financer une augmentation de stock en termes de matières premières et chercher un investisseur, c'est pas le bon plan non plus. Donc, selon ce que vous voulez financer, le type d'outil que vous allez utiliser ou aller chercher ne sera pas le même. Et donc, votre objectif, c'est quoi? Ben oui, c'est d'abord d'avoir un projet qui non seulement, qui reprend différents types de besoins, donc où les besoins vont devoir se composer, se combiner correctement ensemble. Mais si c'est juste lister des besoins, lister des chiffres, et entre guillemets faire un genre de plan financier format Excel, c'est bien, mais ça donnera aucun relief à votre projet, ça donnera pas l'envie de le financer. Ce qui veut dire qu'il faut décrire, il faut colorer tout ça, il faut illustrer tout ça de manière la plus concrète, la plus vulgarisée possible d'une certaine manière, mais quelque part une forme de storytelling, même si vous parlez à des financiers. Et en plus de ça, colorer, c'est bien, mais si on n'a pas une vue d'ensemble pour voir vers où vous voulez aller, avec quels objectifs concrets, ça n'ira pas non plus. Donc, des pièces de puzzle, c'est bien, des pièces de puzzle qui sont colorées, c'est mieux, et avoir une image globale de ce que vous voulez faire, ça, c'est déjà ce qui va permettre d'obtenir votre financement. Ça peut paraître très conceptuel ce que je dis là, mais en fait, quel que soit le type de financement que vous recherchez, qu'il soit bancaire, public, recherche et développement, investisseur, fonds d'investissement ou autre, si vous n'avez pas ça, la probabilité de l'obtention de financement va chuter en flèche. Deuxième aspect, je dirais, de la problématique, après le je veux financer quoi, c'est je veux financer comment. Qui ou quoi est-ce que je vais aller chercher pour financer mes besoins? Alors, si je reprends une illustration qui n'existe plus sur Internet pour le moment, enfin, depuis quelque temps, qui était fournie par la région Wallonne pour illustrer quels sont les outils de financement, en 2014, vous voyez que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ça s'est simplifié par certains aspects et de manière plus simple, je dirais, il y a 5 grands volets: les emprunts, les garanties, l'actionnariat, les subsides et les fonds propres. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, dans tous les outils possibles et imaginables, mais je veux dire par là que il ne faut pas se focaliser sur un outil, sur un seul outil pour financer l'ensemble de vos besoins. Et même si on parle de recherche et développement, même si on parle de technologie, même là, il y a beaucoup d'outils possibles. Et à chaque phase de son projet, il y a des outils plus adaptés les uns que les autres. Et donc, avoir une logique, une stratégie de financement, avoir une logique de portefeuille de projet est souvent plus adapté que de vouloir avoir un outil générique, généraliste, qui va financer plus ou moins bien, souvent moins que plus, vos besoins. Et donc, un projet, c'est quoi? Ou une entreprise, c'est une somme de projets. Donc, quelque part, le processus ici, vous pouvez le voir, quel que soit le projet de votre entreprise ou voir le département de votre entreprise, c'est toujours un aspect type étude de marché. C'est quoi les besoins? Je veux répondre à quoi? À qui? Et là, on rejoint la présentation précédente, c'est quelles sont mes cibles, mes personas, etc. Quels sont leurs besoins? Donc, quel est le pain, quelle est la problématique à laquelle je veux ou je dois répondre. Je fais de la recherche. Alors, ça peut être de la recherche et développement technologique, ça peut être du paramétrage d'un outil existant, ça peut être de l'adaptation. Donc là, l'ampleur, je dirais, de la tâche est plus ou moins variable. Je fais des versions type prototype
quelque part pour tester si ce que j'ai fait répond bien à la demande. Et puis une fois que c'est bon, je mets en production, je mets en développement, voire je prends la propriété intellectuelle pour le protéger en termes de marque ou dans un cas ou de brevet si on a vraiment sur l'aspect technologique innovant. Et lié à la mise sur le marché, au développement commercial, ben là, on parle de marketing, d'exportation, de recrutement de personnel, d'investissement, et tous les types de dépenses possibles et imaginables pour que ce produit, ce projet devienne quelque chose qui contribue au développement et au succès de l'entreprise. Et là, je dirais, à chaque étape, il y a des subsides spécifiques et à chaque étape, il y a des sources de financement spécifiques aussi, d'où le fait de les combiner. Alors, j'en viens vraiment à l'objet premier, je dirais, de cet exposé, à savoir quels sont les trucs et astuces pour les appels à projets ou pour les dépôts de projets, comment choisir entre ce qui existe ou quelle est la stratégie ou quels sont les éléments clés que je peux avoir en tête pour me faufiler dans cette boîte à outils. J'irais, il faut déjà savoir que dans les stratégies, pour moi, il y a déjà deux types de stratégies. Soit je réponds à un appel à projet, soit je dépose un projet que j'appelle dépôt continu, autrement dit, sans un appel spécifique. C'est déjà deux logiques très différentes avec des conséquences qui ne sont pas du tout les mêmes. Deuxième aspect, je qualifie ça plutôt de tactique, même si on est pas loin de la stratégie aussi. Est-ce que ce soit l'appel à projet, que ce soit le projet en dépôt continu, est-ce que je le fais en solo ou est-ce que je le fais en partenariat? Là aussi, ça va avoir des applications non négligeables. Et enfin, j'ai presque envie de dire, il y a trois types d'acteurs. La région, j'ai scindé région et pôle de compétitivité parce que quelque part, même si au final, vous allez me dire que les pôles relèvent de la région, mais quelque part, c'est des enveloppes ou c'est des répartitions d'enveloppes qui ne sont pas les mêmes. Et au-dessus de tout ça, il y a l'Europe en termes d'appel à projet essentiellement. Alors, je mets volontairement voir mieux, et ça, on verra qu'il y a un petit peu le côté, il y a une couche de lasagne qui a été oubliée ici, c'est entre les régions et l'Europe, c'est le côté fédéral. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que le fédéral, c'est surtout tout ce qui est taxes, tout ce qui est charges sociales, tout ce qui est impôts, etc. Mais il y a aussi des outils intéressants à aller chercher à ce niveau-là. Donc, si je vais faire un comparatif entre les différentes stratégies, d'abord, je vais parler du positif, à savoir ce qu'on a tendance à imaginer assez facilement, et puis je parlerai quand même des inconvénients, en tout cas de ce à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce qu'il faut anticiper pour pas se prendre trop vite les pieds dans le tapis, ou en tout cas pour ne pas investir du temps si on sait qu'on ne sait pas répondre à ces inconvénients. Premièrement, j'irai dans les projets en solo. Donc, moi, entreprise, j'ai un projet et je ne le co-construis pas avec d'autres. Et je ne parle pas de sous-traitance, ici je parle vraiment de co-innovation, de co-développement, mais forcément, que ce soit l'appel à projet, que ce soit le projet déposé en continu, j'ai la liberté au niveau de la propriété intellectuelle et je n'ai pas à la partager avec d'autres. Le projet en continu, je le dépose quand je veux, alors que quelque part, l'appel à projet nécessite un timing qui m'est imposé et auquel je n'ai pas forcément accès quand je veux ou quand j'aimerais par rapport aux besoins de mon entreprise. Le côté partenariat, là, je dirais souvent, tout ce qui appelle à projet, généralement, le côté partenariat est très souvent, si pas exigé, fortement conseillé. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'intervention, quand on travaille en partenariat, l'intervention des pouvoirs publics est souvent plus élevée qu'un projet en solo. Et pourquoi est-ce qu'elle est plus élevée? Parce que, le projet en solo, quelque part, ça sous-entend que vous êtes isolé dans votre démarche. Et donc, quelque part, si vous plantez, la région a financé quelque chose qui ne donnera rien. Si vous êtes en partenariat, si vous plantez, peut-être que les autres partenaires peuvent continuer à exploiter le projet. Donc, quelque part, ça réduit le risque pour le financeur. Et donc, du coup, il veut inciter, il veut favoriser ce partenariat-là pour réduire son propre risque. Et donc, du coup, le projet est souvent plus solide parce que plus complémentaire dans les acteurs et donc potentiellement sera mieux reçu, mieux écouté dans le cadre de projets en partenariat. Et puis, au niveau de la région wallonne, donc si on parle vraiment des appels à projets directement de la région wallonne, au type des GE6, pour ne pas la citer, les consortiums peuvent être petits, à savoir 2, si c'est en partenariat.
Et du côté projet en continu, là, il y a énormément d'outils qui existent en fonction du stade de maturité de votre projet, en fonction si c'est le côté études préparatoire, le côté développement, le côté recherche, le côté propriété actuelle, études de marché, etc., etc. Côté pôle, là, on est quasi automatiquement dans une logique de consortium. Consortium, généralement, plus conséquent que les appels région wallonne. On est souvent à plusieurs acteurs, voire même petites et grandes entreprises, centres de formation, centres de recherche. Et donc, du coup, on est souvent, pas dire à une dizaine, mais en tout cas, on est plus proche de la dizaine que de 2. Et de mémoire, je dirais, il n'y a pas de projet en continu, en projet solo, qui est possible au travers des pôles. Au niveau de l'Europe, c'est encore plus conséquent, parce que là, du coup, ce n'est pas juste des multi-acteurs régionaux, c'est des multi-acteurs au niveau européen. Donc, ça accentue la richesse en termes de co-innovation et de co-développement, mais ça accentue aussi la complexité au niveau juridique, au niveau culturel, au niveau langue, etc. L'intervention est souvent plus importante au niveau de l'Europe que quand on va vers les pôles ou quand on va a fortiori vers la région ou a fortiori encore au côté projet solo, mais on va voir que ce côté intervention supérieure, on dit souvent les projets européens, le côté H2020, on peut aller sur des financements de 100% voire plus. Il y a moyen d'arriver à des pourcentages tout aussi intéressants, même au niveau purement régional et même au niveau projet solo dans certaines conditions. Donc ça, c'est, je dirais, pour le côté avantage que ça peut procurer dans chaque cas de figure. Le côté inconvénient, c'est que qui dit appel à projet, ça veut dire premièrement que le timing vous est imposé. Vous avez un projet maintenant, mais le prochain appel, c'est dans 6 mois. Vous n'avez pas le choix, il faut attendre. Est-ce que vous serez... Et dans 6 mois, si ça se trouve, soit vous aurez commencé votre projet ou vous ne serez peut-être plus éligible, ou si vous attendez, c'est peut-être le marché qui ne vous aurait pas attendu. L'appel à projet, c'est aussi un aspect concours. Donc, autant le projet en solo continue, quelque part, votre projet est bon, il est financé, il n'est pas bon, il n'est pas financé. Un appel à projet, c'est non seulement il faut que votre projet soit bon, mais en plus qu'il soit dans les premiers classés pour que, s'il y a des limites en termes de budget, que vous ne soyez pas, oui, votre projet est bon, mais l'enveloppe est déjà vide, et, entre guillemets, tant pis pour vous. Donc ça, c'est souvent beaucoup d'énergie pour un résultat qui, potentiellement, en termes de probabilité d'obtention, risque de chuter. Côté le travail en partenariat, comme je disais tantôt, il y a le partage de la propriété intellectuelle et donc du coup le partage des rôles et le partage de la commercialisation au-delà de la propriété intellectuelle. Donc là, il faut déjà, c'est pas quelque chose qui s'improvise, loin de là. Et donc se dire, tiens, l'appel à projet est sorti il y a une semaine, je vais commencer non seulement à rédiger le projet, mais en plus à négocier avec mon partenaire comment est-ce qu'on va se répartir la propriété intellectuelle, la commercialisation, etc., sachant que le dépôt, la deadline pour le dépôt, c'est 2 ou 3 mois après, ça fait un timing au final qui est relativement court et qui ne permet pas, ou pas forcément si on n'a pas l'habitude de rédiger des projets ou de négocier ce genre de projet en partenariat, s'il n'y a pas une certaine pratique, une certaine habitude, le timing est souvent court pour faire ça pour la première fois. Et donc, en plus, spécialement au niveau des pôles et au niveau de l'Union européenne, le timing pour le processus d'analyse, de décision, etc., je dirais, si vous avez un projet qui est vital, ou en tout cas qui est dans votre pipe normal de développement, j'ai envie de dire que le processus institutionnel n'ira pas forcément dans le sens du timing de l'entreprise. Donc, il faut presque réserver les projets type Europe, à mon sens, pour des projets très disruptifs, mais où, entre guillemets, c'est une visibilité pour dans 3 ans, pour dans 5 ans, mais pas forcément, ça doit être sur le marché dans 8 mois ou dans 1 an. Je reprends juste les résultats du premier appel tremplin intelligence artificielle, puisqu'on est dans le domaine de l'IT, où on a évoqué l'intelligence artificielle au début. Il y a 19 projets en solo qui ont été déposés, 9 projets en collaboration qui ont été déposés. Il y a 5 sur les 19 qui ont été retenus et financés, alors que sur les projets collectifs, il y en a 5 sur 9. Donc, vous voyez déjà que le taux, alors, je ne connais pas la qualité des projets, mais ça montre déjà que des projets collectifs sont potentiellement avec un taux de réussite plus important. Maintenant, ça sous-entend sans doute aussi que les acteurs des projets collectifs avaient déjà plus l'habitude
de construire des projets en solo, donc que la qualité du dossier était potentiellement meilleure dès le départ. Bernard, je vais te demander de clôturer. Il te reste une petite minute, si tu veux bien. D'accord. Alors, les recommandations, je dirais le consortium, c'est bien pour autant qu'il soit fort et complémentaire, donc en termes de compétences, en termes de secteur et en termes de rôle sur le marché par la suite, qu'il y ait une répartition claire de la propriété intellectuelle qui soit bien définie, et j'irais même avant l'ouverture de l'appel à projet, que les budgets et les rôles soient équilibrés, donc quelque part qu'il n'y en ait pas un qui est 5% et l'autre tenant de 5%, ou qu'on dise oui, on a 50-50 côté budget, mais en fait en termes de tâches, c'est totalement disproportionné. Et enfin, quelque part, il faut déjà avoir une expérience à travailler en collaboration. Quelque part, aller vers l'Europe si on n'a pas déjà vécu des projets en pôle, ou aller vers des projets en pôle si on n'a pas déjà collaboré sur des plus petits projets, c'est très clairement compliqué. Donc, il faut y aller vraiment crescendo et progressivement. Alors, côté de tous les projets, c'est vraiment l'aspect timing, le fait d'anticiper, le fait d'avoir une approche globale des besoins. Et ce qui manque très souvent dans les projets technologiques, c'est l'analyse des risques par rapport, parce que chaque étape, si c'est de la recherche, il y a forcément des risques de ne pas y arriver. Et donc, du coup, il y a forcément des plans B, des plans C à prévoir. Et en fait, il y a la capacité financière de l'entreprise qu'il faut réfléchir à l'avance, anticiper, donc voir s'il n'y a pas d'autres outils de financement à aller chercher. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour l'exemple ou pour le côté fédéral, à la limite, je répondrai à vos questions si vous en avez par la suite. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Donc voilà pour cette partie conseil de professionnels. Alors on va partir maintenant sur des témoignages d'entreprises qui ont fait appel à des projets, que ce soit des projets de pôle de compétitivité, des appels à projets auprès de la région, et ils vont un petit peu nous raconter leur expérience justement et nous faire un retour d'expérience par rapport à ça. On va commencer tout de suite avec Hervé Jardin de Traxéo. Hervé, je ne sais pas si vous pouvez partager vos slides, si vous en avez, et vous connecter pour nous faire un retour. Alors, vous, c'est un projet qui s'appelle Pré-Supply, gestion et optimisation logistique intégrée et prédictive. Et c'était un projet de pôle de compétitivité. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un retour par rapport à ce projet que vous avez vécu? Alors, je partage mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, très bien. Donc, voilà, moi je suis fondateur de Traxéo, je suis ingénieur civil de formation. J'ai travaillé dans le monde télécom et dans l'interconnexion d'éléments de réseau pour des opérateurs comme Alcatel ou Ericsson. Et j'ai fondé Traxéo pour permettre aux entreprises du bâtiment de connecter leurs ressources chantiers à leur centre de gestion. Notre produit flagship aujourd'hui, il est issu d'un projet pôle. C'est celui que vous voyez en haut à gauche. C'est un outil de pointage digital. On a d'autres outils aujourd'hui et tout s'adresse en fait le problème de gestion des ressources utilisées par les entreprises sur leur chantier de construction. Et par ressources, on entend les hommes, les véhicules, les machines et les outils. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les outils parce que Charlie m'a demandé d'être très bref sur la société, mais on va aller droit au but sur le projet Pré-Supply. Donc, Pré-Supply, en fait, c'est un projet qui a été déposé par la société Enside, qui est notre partenaire sur ce dossier. Il s'agit de modules logiciels, en fait, pour faciliter le développement de solutions sur mesure de supply chain management. Il y a essentiellement 3 éléments qui ont été développés. C'est d'abord la gestion en temps réel des données collectées tout au long du process de supply chain. C'est des outils d'analyse décisionnelle et enfin, c'est le cœur métier Insight, l'analyse, les algorithmes, et les algorithmes dans ce cas d'analyse pour permettre la prédiction. Dans le partenariat a été je dirais, consolidé avec une série de clients qui sont Putman, Sotrelco, village numéro 1, CSD, vous voyez là, mais aussi avec le support de l'Université de Liège
et de l'Université de Louvain à travers BICOL. Donc le rôle de Traxeo, ça a été essentiellement les outils de capture de données, qui est notre cœur métier. Et nous avons pu, par le biais de ce projet, développer une solution de récolte d'heures qui soit adaptée au métier de la construction. Voilà un exemple de nos feuilles d'heures. Donc, on a créé une solution complètement ergonomique qui est adaptée au métier avec les processus de validation et qui permet, je dirais, de s'affranchir du papier traditionnellement utilisé sur les chantiers pour rapporter les heures travaillées par tâche sur un projet. Et donc, ça permet d'une part d'avoir une analytique des heures travaillées pour l'analyse de rentabilité chantier et ça permet d'autre part d'automatiser le processus de paye des ouvriers. Alors, le retour du projet, ça nous a vraiment permis de trouver un nouveau fit produit marché. Et aujourd'hui, le produit est vraiment notre produit flagship. Et c'est vraiment le produit qui est à l'origine de la croissance actuelle. Ces derniers 18 mois, on est passé de 15 à 23 full-time equivalent. On a engagé 5 vendeurs, dont 3 en France et 2 en Belgique. On a, je dirais, plusieurs contrats significatifs sur le marché français. On a également bien exporté puisque on a obtenu un contrat avec Six Construct à Dubaï. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous entend, on a perdu votre présentation. Je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez plus. Je vais refaire le partage peut-être rapidement. Sinon, on vous entend très bien, donc vous pouvez aussi… D'accord. Donc, je dirais la croissance, elle est venue de plusieurs dossiers, mais aussi d'un projet au Middle East, avec un compte hyper significatif, puisqu'ils ont plus de 6000 personnes qui, je dirais, utilisent nos systèmes pour rapporter les heures. On a également un nouveau projet en Amérique latine avec un acteur majeur de la construction. Je dirais qu'à part cette croissance économique qui a suivi l'activité du projet, il y a aussi des relations qui ont été établies avec l'UC Louvain et qui nous permettent d'avoir du support technologique, qui nous permet d'accueillir des projets de recherche ou des chercheurs chez Traxeo et qui a facilité, je dirais, le recrutement de 3 nouveaux ingénieurs civils chez nous. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience et on voit que ça a vraiment permis de booster chez vous, en tout cas, voilà l'entreprise. Donc, merci pour ce beau partage d'expérience. Je propose maintenant de passer voilà, à un autre projet, appelé projet Tremplin IA, avec la société B12 Consulting et la société Lambda X. Donc, Michel Herquet et Philippe Antoine, ils seront tous les deux en binôme pour nous présenter ce projet, mais surtout nous faire le retour d'expérience par rapport à cet appel à projet, qu'est-ce que ça leur a permis de développer chacun dans leur entreprise. Michel, c'est vous qui commencez, peut-être? C'est Philippe. Ouais. Ok. C'est moi qui commence. Ouais. On vous écoute, merci. Voilà, donc merci pour cette opportunité de présenter un petit peu le résultat de ce projet Tremplin IA. Donc, je passe à la dia suivante, Michel. Donc, en fait, le contexte, c'est les lentilles intraoculaires. Et donc, les lentilles intraoculaires, en fait, ce sont les petites lentilles qu'on place sous opération pour les personnes qui souffrent de cataracte. Donc, en fait, on leur remplace leur cristallin quand il devient opaque. Alors, Lambda X, il ne fabrique pas des lentilles de contact, mais fabrique par contre des instruments de mesure, de contrôle de ces lentilles de contact, parce que comme on les implante dans l'œil, il vaut mieux que ce soit les bonnes. Et ce qu'on vérifie, en fait, c'est essentiellement 3 choses. La première, la plus importante, c'est les propriétés optiques. Il faut s'assurer que la correction est bien celle qui est demandée. On détecte aussi la présence de petites marques d'alignement, parce qu'en fait, quand la lentille n'a pas de symétrie de révolution, il faut que le chirurgien puisse la placer dans la bonne orientation, dans le cas où on doit corriger de l'astigmatisme. Et la troisième, c'est les défauts éventuels, qui est des griffes ou autres défauts, donc ça c'est important.
évidemment, la qualité est essentielle. Alors, dans le projet dans le projet Tremplin IA, en fait, le POC qu'on a réalisé validait les deux derniers, donc la détection des marques d'alignement et les défauts. Le premier, c'était une petite application dans l'objectif d'avoir un résultat plus ou moins certain, et le deuxième était beaucoup plus ambitieux, et donc là, on a un peu fait une ébauche. Donc, je te laisse, Michel, présenter un peu ce qui a été réalisé. Merci Philippe. Donc, le projet dont on parle ici était un projet R&D de type Tremplin IA, donc le premier appel Tremplin IA, un des 5 projets sélectionnés dont on parlait tout à l'heure, qui a eu lieu donc d'avril à octobre 2020. Alors, une des premières complexités de ce projet, c'est que le jeu de données d'entraînement, comme on était ici dans le cadre d'un projet d'apprentissage machine, le premier jeu d'entraînement qui a été à notre disposition a été pour différentes raisons un peu plus restreint que prévu. Donc, on avait finalement une centaine d'images pour entraîner nos algorithmes. Ce qui a mené à 2 choses. Premièrement, le besoin de compléter ce premier jeu de données d'entraînement avec des images générées de façon artificielle, donc sur base d'images synthétiques. Je ne rentrerai pas dans le détail de comment on a généré ces images, mais on a été en mesure de générer environ 5000 images qui étaient suffisamment réalistes que pour entraîner en tout cas les algorithmes de détection des marques d'alignement que Philippe vient de mentionner. On a utilisé donc des technologies IA, dans l'occurrence une technologie de type Deep Learning, Mask RNN et du Transfer Learning pour pallier à un certain nombre de données, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce type de technique, avec un résultat relativement satisfaisant pour la détection des marques d'alignement. Vous voyez par exemple sur les images sur la droite, on est capable de détecter la présence de marqueurs avec une précision qui est de l'ordre de 99%, même dans des images extrêmement bruitées comme celle que vous voyez en haut à droite. Le niveau, par contre, de performance de l'algorithme qui a été mis en place pour tenter de détecter et classifier des défauts, on voit par exemple une griffe dans l'image en bas à droite, et on voit qu'une partie de cette griffe a été détectée par l'algorithme, mais avec un niveau de confiance relativement limité, alors que les 3 petits points qui symbolisent les marques d'alignement, elles ont été bien détectées. Donc finalement, la conclusion du projet, ça a été que malgré le manque de données d'entraînement qui n'était pas réellement prévu en début de projet, on a été capable de déployer une solution qui était relativement satisfaisante avec une précision assez importante pour la détection des marques d'alignement, même en présence de bruit, mais par contre, pour la partie détection de défauts, à l'heure actuelle, on n'a pas un résultat qui est encore complètement satisfaisant. Alors, je pense que le plus important, c'est de partager avec vous les leçons qu'on a tirées, Philippe, moi-même et bien sûr toutes nos équipes de ce projet. Bien entendu, comme dans tout projet de type apprentissage machine, notre matière première, c'est la donnée, et donc, même en présence de techniques d'enrichissement les plus avancées, telles que celles qu'on a pu utiliser, on peut complètement pallier un manque de données d'entraînement, ce qui nous a obligés à restreindre le focus, ou en tout cas à déplacer le focus du projet tel qu'il avait été défini initialement. Et dans ce cadre-là, l'agilité est reine dans ce type de projet R&D. Donc on a réussi à quand même malgré tout créer une valeur, malgré les difficultés initiales. Ne pas négliger la complexité du handover technique. Donc c'était un des points qu'on avait un petit peu pour se poser en fin de projet, comme on le fait souvent, la partie handover technique, et qui s'est avéré un tout petit peu plus compliqué que prévu, parce que les machines qui doivent exécuter l'algorithme de détection des marques sont des machines qui sont un peu plus limitées en ressources qu'on y avait initialement estimé. Donc, il y a une question d'allègement des modèles produits de façon à ce qu'ils puissent tourner sur ces machines de production. Nous pensons que la formule de soutien Tremplin IA était réellement bien adaptée pour le projet considéré. L'échelle de grandeur du projet était parfaitement adaptée. Et ce qui était aussi adapté, je pense, c'était la flexibilité, notamment la flexibilité du comité d'encadrement, justement pour cette agilité qui nous a permis de refocaliser notre attention sur quelque chose qui était faisable et pas se braquer sur la partie détection de défauts qui, elle, n'aurait pas été faisable avec le jeu de données qui était à notre disposition. Je pense aussi qu'un des facteurs qui a fait le succès de ce projet, c'est une excellente collaboration entre nos sociétés, donc entre LambdaX et B12 qui est en charge de la partie plutôt algorithmique et plutôt IA. Grâce, je pense, à la complémentarité de nos compétences, avec la connaissance métier très avancée et technique de l'optique de LambdaX et la connaissance de l'analyse de données du côté de B12. Une grande communication, donc c'est un projet sur lequel on a beaucoup communiqué sur base quasiment quotidienne, en tout cas hebdomadaire, et une compréhension mutuelle des difficultés rencontrées par chacun, à la fois en termes d'acquisition de données et en termes de gestion algorithmique de ce manque de données. Voilà.
Merci Michel pour ce partage et voilà les infos précises sur les leçons tirées et puis les éléments qui vous ont permis finalement de faire de ce projet un succès, et on entend l'excellente communication et le lien entre les deux entreprises partenaires et le bon partenariat que vous avez eu. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à un autre projet qui est un projet qui s'appelle Plasturgie 3.5. Donc là, c'est un projet de collaboration de la société eWatch. Et donc, Mathieu Chabot va nous expliquer un petit peu, voilà, aussi son retour d'expérience par rapport à ce projet de collaboration et ce partenariat sur Plasturgie 3.5. Mathieu, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous pouvez partager votre écran? On ne vous entend pas. Non. Peut-être je vous propose d'essayer de vous reconnecter. Votre écran est bien partagé, mais je ne vous entends pas. OK. Ce qu'on peut faire, Mathieu, c'est peut-être... Voilà, on vous entend? Non, désolé, on ne vous entend pas. Ce que je vous propose, c'est de passer au prochain projet et on revient vers vous après, en essayant de voir si... OK, le son est revenu. Merci. Alors, Axel Palmars, Cooperling, est-ce que vous êtes connecté? On peut essayer. Je suis là, oui. Et voilà, et on vous entend super bien. Alors, donc chez Cooperling, mais voilà, vous avez aussi un projet tremplin IA que vous allez nous présenter, mais aussi vous avez eu cette année une chouette levée de fonds et vous allez nous faire aussi peut-être un partage, un retour d'expérience par rapport au développement de votre entreprise Cooperling. Tout à fait. Par contre, je ne sais pas partager l'écran. On ne peut être qu'une seule personne à la fois. Je ne sais pas qui partage pour l'instant. Peut-être, Mathieu, départager ton écran, que Axel puisse partager le sien. Voilà, parfait. C'est OK. Désolée. Aucun souci. Est-ce que c'est en ordre? Parfait. Merci en tout cas Magali et merci Charlie de nous donner, enfin de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Donc effectivement on a fait plusieurs choses cette année malgré le confinement. Je crois qu'au niveau digital on n'a pas trop à s'en plaindre. Malheureusement c'est pas le cas pour tout le monde. Mais, au niveau digital on a eu de notre côté une levée de fonds, une croissance et également l'occasion de faire un projet tremplin IA. Mais donc je vais ici vous le présenter brièvement. Je vais aussi expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles ce projet pour moi était d'une valeur très importante et que je recommande vivement les sociétés de tenter cette aventure. Alors Cooperling ici, un peu le leitmotiv, c'est recentrer votre communication avec vos partenaires. Je vais faire simple en fait. Je veux dire merci à Sébastien d'avoir fait la présentation tout au début. Prenez ce que Sébastien vous a dit et transposez-le dans une entreprise qui fait des projets et non plus dans des hôpitaux. Et vous avez un peu Cooperling, parce que l'idée, c'est vraiment que quand on est dans un projet, notamment dans un projet de construction, parce que c'est le secteur sur lequel on est particulièrement actif, vous êtes avec différents partenaires qui doivent communiquer. Et ces partenaires, lorsqu'ils communiquent, ils utilisent soit de l'email, soit des systèmes, des plateformes de collaboration, soit parfois des outils métiers. Au final, on est dans un écosystème extrêmement chaotique. Et le casse-tête du chef de projet, c'est il doit collaborer, mais en même temps, il a plein de sources de données, il a une charge de travail qui est extrêmement importante. Il recopie plusieurs fois la même opération, avec des risques d'erreur. Imaginez-vous que l'ouvrier qui est sur chantier, s'il n'a pas le bon plan au moment donné, il va construire peut-être quelque chose qu'il va devoir démolir quelques temps après. Alors c'est extrêmement problématique et
avec Cooperlink, ce qu'on fait, c'est on fait de la convergence, comme on appelle, pour ceux qui viennent du secteur télécom. On va vraiment recentrer la communication des différents canaux pour les ramener en fait dans les outils de l'entreprise et faire en sorte que le chef de projet et tous ses collaborateurs puissent vraiment se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, à savoir leur gestion de projet, la réalisation de plans, la réalisation des travaux, et faire en sorte que tous ces médias de communication puissent vraiment se recentraliser. Alors on parle ici essentiellement d'emails, on parle de données ou de documents, ça peut être également pareil, et on a aussi toute une série de processus métiers qui sont, dans notre cas, spécifiques pour le secteur de la construction, bien que Cooperlink reste une plateforme qui est flexible et donc généralisable. Alors on a développé en fait un système communicatif qui permet à ces différentes entreprises d'interconnecter ces outils et de connecter également les entreprises entre elles. Donc d'une certaine manière, on fait un peu des ponts entre les entreprises et on a vraiment voulu faire un système qui est extrêmement simple à utiliser, aussi simple que l'email, mais avec vraiment de l'automatisation. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que on doit développer sur cette base un ensemble d'applications. On a développé des applications vraiment taillées sur mesure pour les besoins de nos clients, notamment dans le secteur de la construction. Et ces besoins, au final, à un moment donné, on est arrivé à dire l'email pour nous, c'est un élément incontournable, et c'est ce qui nous a mené notamment à réaliser un projet Tremplin IA. Alors, avant de rentrer dans cette présentation du Tremplin IA, on m'a posé la question, Charlie m'a posé la question, quels sont pour toi les éléments clés qui ont fait que Cooperlink est en croissance? Alors, j'en ai retenu 3 et que je voulais vous faire part. Premièrement, pour pouvoir grandir, on a besoin d'être à l'écoute des besoins réels du marché. Moi, si je vous dis que je suis un ingénieur civil en microélectronique et qu'au final, je me retrouve dans le secteur de la construction, ça n'a strictement rien à voir. L'idée, c'est qu'on est parti d'une idée. Cette idée, on l'a fait germer, on a été la présenter dans les entreprises et puis finalement, on a acquis des clients, on a développé la solution et on l'a vraiment développée avec nos clients. Et donc, aujourd'hui, Cooperlink est utilisé par les grands noms du secteur de la construction, comme le groupe CFE, FH, B6 ou des très gros bureaux d'architectes comme Archipelago. Et donc, avec eux, on a vraiment défini des cas d'usage vraiment spécifiques et que l'on est aujourd'hui en train d'améliorer de jour en jour. Donc, on parle évidemment du besoin du marché et comme on l'a dit tout à l'heure, on parle également de l'évolutivité, de l'innovation permanente. Alors, je vois qu'il y a un message me disant que j'ai une connexion instable, donc j'espère que vous m'entendez correctement. La deuxième clé du succès, c'est de construire une relation de confiance. Alors, le succès qu'on a eu aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la partie immergée de l'iceberg et c'est tout le travail qui a été fait hier et évidemment tout le travail qui sera fait demain. Donc, si on a des sociétés comme CFE qui postent aujourd'hui des publications sur LinkedIn montrant vraiment le succès de Cooperlink dans leur société et le gain de temps énorme qu'ils ont pu avoir, c'est parce qu'on a construit ça ensemble, on a construit une relation de confiance et aujourd'hui, on avance ensemble dans la même direction. Alors, la troisième clé, je pense qu'il faut le reconnaître, sans pouvoir bénéficier d'aide efficace au développement de projets, c'est strictement impossible, du moins beaucoup plus difficile d'avancer. Alors, c'est en l'occurrence ici le projet email que l'on a développé. Faire de l'intelligence artificielle, pour utiliser ce terme un peu galvaudé, c'est toujours un peu risqué parce qu'on ne sait pas trop bien où on va, on n'a pas toutes les compétences, donc on se pose plein de questions et quand on doit mettre en balance la rentabilité première et l'innovation, on a souvent tendance à aller sur la rentabilité. Mais l'innovation, c'est la rentabilité, mais à plus long terme. Et le fait de pouvoir faire ce projet, c'était pour nous une manière de réduire le risque, mais toujours continuer à innover sur ces différents éléments. Et donc, on a développé ce projet. Donc, l'idée est très simple, c'est que vous avez tous des emails. Ces emails, vous en recevez probablement tout autant que moi, 50, peut-être 100 par jour. On devient vraiment pollué par ces emails et on a besoin de les classer. Alors, on peut passer sa journée à faire ça, mais quand on est dans une logique projet, ce serait pas mal de pouvoir automatiser ce processus pour s'assurer que la personne qui en est le réel destinataire puisse avoir la bonne information au bon moment.
Donc ici, c'est pour ça qu'on travaille sur cette base d'intelligence artificielle, parce qu'aussi on avait, nous, un ensemble de contraintes. C'est qu'on travaille sur des projets qui sont sur tout le territoire. Donc on a des collaborateurs francophones, néerlandophones, anglophones, et donc les emails se mélangent. On a aussi la souveraineté des données. Dans Cooperlink, nous ne stockons aucune donnée dans le cloud. Donc en fait, Cooperlink, même si c'est une plateforme d'échange, nous ne stockons jamais aucune donnée dans un cloud que vous ne maîtrisez pas. On stocke toujours les données dans les outils de l'entreprise. Donc pour nous, c'était très important aussi de faire de l'intelligence artificielle, mais sans avoir nécessairement une volée de données à disposition. Et puis, on est sur des projets de taille variée. On a un Cooperlink qui est très bien utilisé pour la construction d'hôpitaux, mais également pour simplement des constructions de petits bâtiments à appartements. Alors, on a développé un algorithme, et l'approche qu'on a utilisée, c'était l'approche de Latent Semantic Indexing Model. Alors, je ne suis pas un grand expert en intelligence artificielle, donc ce n'est pas de mon domaine, donc je ne vais pas traiter exactement la particularité de ces algorithmes, mais l'idée, c'était vraiment de déterminer avec l'expert la méthodologie IA qui était vraiment applicable et qui correspondait aux contraintes qu'on avait fixées au départ. On a déterminé la méthodologie que l'on a mise en œuvre au sein du laboratoire, d'une certaine manière, dans un premier temps. Et puis après, on a commencé à faire des tests. On est allé chercher des données chez les clients et on les a mis en lumière. Et puis au final, les résultats qui ont été obtenus sont excellents, puisque à partir du 100e mail qui est reçu dans une boîte email, on a un taux de réussite de 90% de classification au sein du projet. Donc voilà, ici en l'occurrence, l'exemple que vous voyez là, c'est une personne qui a 16 projets, qui gère 16 projets en parallèle. Et donc on voit qu'après, donc on a repris tous les emails à partir d'une certaine date, à partir du 100e, dans 90% classé le mail correctement. Donc voilà un petit peu voilà, ben ça clôturait ma présentation, Magali. Voilà le projet IA dans un très bref résumé. Je suis évidemment à votre disposition pour en parler plus en détail. Super, un tout grand merci. Je ne sais pas si Mathieu Chabot est de nouveau connecté. Mathieu, est-ce que tu peux faire peut-être un dernier essai? Voilà, super. Donc, tu as vraiment 5 minutes. Hein, et donc, merci de nous partager un peu les clés de succès de ton projet de partenariat, Plasturgie 3.5. Parfait, on est parti. Alors, merci à toutes et à tous. Et désolé encore pour les petits problèmes techniques. Je ne sais pas si vous voyez l'intégralité de la plateforme. Ok. Voilà. Alors, au niveau de la plasturgie, effectivement, on a eu un client qui nous a contacté qui s'appelle Serviplast et qui voulait dans un premier temps, connecter ces machines. Alors, tout d'abord, qui est eWatch, on est fabricant d'une solution hardware et software qui permet de relier des machines entre elles sur base du protocole LoRa avec de l'IoT. Alors, eWatch, en fait, on est là pour vraiment aider les industriels à concevoir le projet et à franchir en fait ce gap aujourd'hui digital qui est de passer d'une industrie, on va dire 3.0 vers le 4.0. Mais c'est une marche qui est énorme à franchir et on a déterminé en fait un process assez simple pour pouvoir commencer le projet et de le démarrer et d'avancer de mieux en mieux. Alors ça s'est fait naturellement chez Serviplast. Alors je vous passe le côté présentation d'eWatch, on aura l'occasion d'en revenir si vous le souhaitez par la suite. On a pas mal de clients et des références, que ce soit en Belgique et en France également. Alors, au niveau de Serviplast, le cahier des charges était assez simple. Il voulait réaliser en fait la mesure du suivi du temps de cycle des presses c'est de la plasturgie, hein, donc ce sont des presses d'injection plastique, et de permettre aussi de voir l'ensemble des machines qui devaient être connectées. De simplement voir les machines connectées était déjà un avantage. On verra qu'on a été un petit peu plus loin que ça. La volonté du client, c'était de mesurer les temps d'activité et le temps d'arrêt de production des machines, la consommation énergétique des différentes presses et également de voir que les presses, il y avait des types qui étaient identiques, mais avec des modèles et des technologies différentes. Donc, on devait pouvoir comparer facilement ces presses-là. Et évidemment, il fallait que la solution soit, comme pour toujours, la plus économique possible. Alors,
qu'est-ce qui a été déterminé? Bien, effectivement, le nombre de machines chez Serviplast, il y en a une trentaine. Notre capteur, qui est une fabrication locale, hein, c'est assez rare que pour pouvoir le souligner. Et de nos capteurs, on est arrivé à une plateforme qui est la nôtre, développée par nos ingénieurs, et qui permet en fait d'avoir un couple très intéressant, puisque comme on a la maîtrise du hardware et la maîtrise du software, eh bien, le résultat est assez rapide, puisque dès le moment où le capteur est connecté, on a la donnée qui remonte sur notre plateforme en direct chez le client et partout ailleurs. Alors, la solution technique, elle a été évoquée. On a pris des capteurs de chez eWatch. Qu'est-ce qu'on a proposé au client? C'est de lui réaliser un affichage, je dirais, dynamique. Donc, la problématique du temps de cycle a été résolue et on a un affichage dynamique de toutes les presses en temps réel avec l'évolution aussi bien des temps de cycle. Donc, le client, on répondait à sa question du temps de cycle. On a également l'affichage dynamique de toute l'usine avec l'ensemble des presses qui permet de voir si elles sont en activité, en préchauffage ou en défaut, et également en veille aussi. Tous les indicateurs, en fait, donc toutes ces données sont reprises sur le cloud et permettre à notre client de voir directement les états machines, mais aussi l'impact dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit exactement le rendement, le taux de charge et de manière très accessible. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rentrer vraiment dans des grands graphiques, c'est très visuel. Ici, on mesure également, vous pouvez voir la mesure du courant. Donc, c'est-à-dire que ça nous permet de voir les différents éléments qui seraient peut-être très énergivores quelque part, mais on reste toujours dans de la donnée assez basique qui peut être historisée et qui est accessible en permanence. On a également créé des tableaux comparatifs entre les différentes presses. Alors, souvent, on me demande le coût. Eh bien, c'est un certain prix, mais je voulais vous en donner un. Et effectivement, on est plus ou moins 1 200 € par machine pour équiper une presse et, je veux dire, dans l'usine. Alors, ça peut être optimisé, mais c'est plus ou moins le coût qu'il faut imaginer. Alors, vous irez voir, je suppose que la présentation sera accessible plus tard, de voir la petite vidéo sur la plasturgie. Elle est accessible. Je pourrais vous envoyer un lien éventuellement. Alors, les résultats, eh bien, on a répondu totalement aux besoins du client. Une liaison entre le terrain, la direction et les services de maintenance. Donc, c'est-à-dire que l'implication de tous les services a été sollicitée. Chacun avait une vue des machines. Et surtout, on s'est rendu compte c'est que l'implication était telle que les personnes venaient apporter des solutions aussi, peut-être à des problèmes techniques ou à des problèmes d'organisation, de par le fait qu'ils voyaient comment fonctionnait l'usine. Donc, ça, c'est je dirais une intensification aussi des besoins des équipes, d'être au courant de ce qui se passe en temps réel. Alors, le fait d'apporter une visualisation rapide, ça a aussi permis aux équipes techniques de pouvoir intervenir très, très rapidement sur les bonnes machines et donc d'optimiser quelque part ce temps qu'il aurait imparti pour réparer ou voire intervenir. On a surtout une analyse qui est en continu des données, qui reste accessible dans le temps, comme je l'ai dit, mais aussi de pouvoir compléter ces données avec éventuellement un ERP par la suite, de pouvoir prendre des informations de la production et de pouvoir les envoyer automatiquement via une API dans certains ERP. Alors, tout ça, ça a permis techniquement et de manière énergétique d'optimiser les coûts, notamment on pense dans l'industrie à l'air comprimé, les groupes froids, tout ce qui est électrique. Donc, il y a une optimisation qui est en cours et on attend les résultats d'ici je dirais quelques mois, je pense, où on verra largement le résultat. Alors, merci Mathieu. Oui, j'en ai juste pour un petit slide. Notre démarche chez nous avec eWatch, grosso modo, c'est de vous écouter, de savoir quel est exactement votre besoin, de pouvoir déterminer avec vous comment on peut équiper les machines et effectivement de vous accompagner dans ce long processus, une fois que les premières données arrivent, de faire évoluer la solution et de tendre vers le digital, vers le 4.0. Voilà. Ok, merci. Et désolé encore. Merci. Et donc, je note bien ce côté implication qui pour toi est un facteur de succès dans le partenariat. Implication, donc, voilà, de tes partenaires pour que le projet se passe bien. Merci beaucoup. Ici, maintenant, voilà, les présentations sont terminées. Je vais laisser la place à Charlie pour vous présenter un bref bilan des actions 2020, mais aussi, voilà, un petit peu les actions 2021 qu'il a prévues pour le réseau. Charlie, est-ce que tu peux partager ton écran? Merci. Je te laisse la parole alors.
Charlie, je ne t'entends pas. Est-ce que tu es là? Il y a eu un message comme quoi il quittait la scène. Ah, à mon avis, il a fait une erreur de manipulation. J'ai été éjecté de la plateforme, vraiment désolé. Voilà. J'ai perdu mon écran, j'ai perdu ma présentation, j'ai tout perdu. Décidément, aujourd'hui, la technique ne suit pas. Vas-y, Charlie, c'est à toi. Attends, je vais vite partager mon écran. Partager ton écran. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un petit retour sur les actions 2020 et donc de voir un petit peu, OK, en 2020, c'est vrai que ça a été une année très particulière, mais il y a quand même eu pas mal d'actions qui ont été réalisées au sein de l'Infopôle. Et puis, cette thématique de 2021 aussi, tu vas un petit peu aller plus loin sur des actions concrètes. Oui, on avait prévu une vingtaine de minutes pour partager avec vous tout ce qu'on avait réussi à faire en 2020 malgré les conditions un peu compliquées. Mais bon, comme on est tous pressés de tester la solution de networking et de partager un verre, je vais essayer de faire ça en 5-6 minutes. Donc, rapide rappel des missions de votre cluster, fédérer les acteurs du secteur numérique, accélérer le développement business des membres de la communauté Infopôle et puis booster l'innovation numérique de manière transversale avec les pôles de compétitivité et les autres partenaires du réseau. Alors pour remplir ces missions, comme vous le savez, on est engagé dans plusieurs projets régionaux et européens que vous retrouvez notamment ici en collaboration avec d'autres partenaires et dans le cadre de la stratégie digitale Wallonia. Et donc, dans le cadre de ces différents projets, on met en place, comme chaque année, une multitude d'activités. Comme l'a dit déjà Arnaud et Magali, 2020, ça a été une année un peu particulière et donc, on a décidé avec Magali de réorganiser un peu le programme et de nous concentrer sur des activités virtuelles de matchmaking et des activités en lien avec des opportunités de financement et des appels à projets vraiment spécifiques. Et donc, au cours de l'année, on a quand même réussi à organiser 9 activités virtuelles de matchmaking sur différents secteurs, dont l'énergie, la santé, la construction et l'agri-food, avec les différents partenaires du réseau, donc Tweed, BioWin, Mecatech, Greenwin, Wagralim, que vous voyez ici. Au niveau des opportunités de financement, on a quand même pu organiser 2 ateliers digitaux en lien avec les chèques entreprises, l'un sur les aspects de cybersécurité, l'autre sur les aspects de digitalisation. Et donc, ces activités ont notamment permis à 4 membres du réseau de réaliser des accompagnements dans le cadre de ces chèques entreprises. Et puis, au niveau des appels à projets, on est partenaire de DigiBcube. On vous en a déjà parlé plusieurs fois. Vous avez vu pas mal de communication de notre part passer sur l'appel à projet de cascade funding DigiBcube, mais on a été impliqué aussi dans la collaboration sur d'autres appels à projets, dont AgriFood qui est porté au niveau de la région wallonne par le pôle Wagralim, DigiFed qui lui est porté par un de nos partenaires étrangers, notre partenaire lyonnais Minalogic. Et donc ces différents appels à projets ont notamment permis à des membres de déposer des projets de proof of concept dans les domaines de la santé, de l'agri-food et de l'industrie 4.0. Et ces projets sont en cours d'analyse ou sont en cours de développement. Et puis, on en a quand même déjà pas mal parlé avec B12, avec Cooperlink, Digital Wallonia for AI qui nous a pas mal occupé en 2020 avec deux appels, Start IA et Tremplin IA. Vous avez les retours, les chiffres qui sont présentés ici. Donc, les experts IA de l'Infopôle ont pas mal été impliqués dans les accompagnements Start IA, mais également dans les accompagnements Tremplin IA. Et alors, chose assez particulière aussi, c'est que ces appels à projets peuvent bénéficier aussi à des entreprises du numérique, comme Cooperlink, qui a eu l'occasion de former un beau duo, je pense, avec un expert IA pour développer de nouvelles solutions.
Au niveau des appels à compétences, en 2020, on a voulu redynamiser un peu ce service en proposant un processus clarifié. Et donc, plusieurs membres du réseau ont pu répondre à des appels qui ont quasiment systématiquement débouché sur des contrats. Donc, c'est un service sur lequel on mise beaucoup et qu'on souhaite développer encore davantage à l'avenir. Et puis en termes de retombées, on a pu, sur base des retours spontanés que vous nous faites part, dont vous nous faites part, pardon, et on vous en remercie. Entre 2019 et 2020, on a pu comptabiliser pas moins de 51 contrats et projets déposés, dont une trentaine ont été chiffrés, ce qui peut représenter un peu plus de 1 900 000 € de chiffre d'affaires généré pour les entreprises membres du cluster. Et donc, ce qui nous intéresse principalement ici, c'est l'année 2021, avec un seul mot d'ordre, retour au présentiel dès que possible. On est impatient de vous retrouver, évidemment. Vous voyez qu'on a déjà pas mal travaillé ici en janvier et en février, puisqu'on a déjà organisé quatre types d'activités. Et donc, ce qu'on voulait avec Magali pour 2021, comme on peut pas encore malheureusement organiser de maillage, de networking en présentiel, c'était partir sur un programme de business club en lien avec des thématiques sur votre développement business. Donc, les opportunités chaque entreprise, vous expliquer le mécanisme, comment bien l'utiliser, le vendre auprès de vos prospects, les accompagner dans les démarches administratives, identifier des appels à projets de cascade funding avec le NCP et vous accompagner dans cette démarche et aussi potentiellement sur le change management, vous expliquer un peu comment aborder le change management avec vos clients et dans le cadre de projets de digitalisation, l'aspect humain est toujours très important. Mais voilà, ce sont des thématiques sur lesquelles on part. Si vous avez des suggestions, on est bien évidemment très ouvert à répondre à vos besoins aussi, quoi. Alors, pour Innovation Numérique, on est en train de préparer une phase 2 avec notamment des écosystèmes qui sont tournés autour de chaînes de valeur qui visent à répondre à des enjeux spécifiques en lien avec des secteurs comme la construction, la supply chain, l'industrie. Une nouvelle version de la cartographie qui nous permettra aussi de positionner vos compétences sur les différents maillons de cette chaîne, de ces différentes chaînes de valeur, donc qui est en préparation aussi. Et puis toute une série d'ateliers dès qu'on pourra se réunir de nouveau, je pense, des ateliers de maillage pour organiser la rencontre entre vos compétences et les demandes des différents membres des pôles de compétitivité, des clusters et autres partenaires de l'Infopôle. Voilà, alors pour ceux qui souhaiteraient aller un pas plus loin, Magali a préparé avec le pôle Mécatech et le BEP un parcours d'idéation qui vous permettra de vous accompagner dans l'idéation du projet avec vos différents prospects. Et puis en termes d'international, pour 2021, on va renforcer des collaborations avec la WEX grâce à Stéphane qu'on a rencontré déjà plusieurs fois, qui est connecté d'ailleurs, que vous pourrez rencontrer par la suite. Le NCP, j'en ai déjà parlé, et un programme d'activité dans le cadre du village francophone qui vous permettra notamment de participer à des séances de pitch devant des investisseurs, des médias, des partenaires potentiels aux quatre coins de la francophonie et des pays francophiles, je vais dire. Et si vous avez des questions par rapport à ce programme, je pourrais évidemment vous en parler davantage. Alors, la roadmap 2021 pour Digital Wallonia-Foria, qui sera de nouveau un programme sur lequel on va avancer. 3 éléments importants à vous communiquer. Donc, l'appel à projet Tremplin IA Collectif qui se clôture ici au 15 février. Donc, si vous avez un projet d'IA collectif, il est encore temps, mais ça presse maintenant. Donc voilà. Sinon, un appel Startia qui est lancé depuis 2-3 jours et qui le sera de manière continue ici tout au long de l'année.
et l'appel à projet Tremplin IA individuel qui vous sera présenté au mois de octobre, novembre, donc au niveau de l'automne. Voilà, j'espère que j'ai été le plus rapide possible. Ben voilà, on est impatient maintenant de vous retrouver dans les tables de networking. Donc le principe, on vous le rappelle, vous prenez une chaise quand elle est libre, une chaise virtuelle, et l'idée, ben, c'est de partager un moment de convivialité avec vous en échangeant d'abord sur la bière ou le soft en fonction que vous aurez choisi, et puis bien évidemment de vous présenter sous forme d'un tour de table. Voilà, je pense que je n'ai plus rien à souligner. Magali, peut-être un mot pour la fin? Oui, juste remercier nos orateurs aujourd'hui pour leur présentation, votre participation également à cet événement de rentrée qui n'était pas forcément évident de faire en virtuel, et on espère vraiment que ce sera cette occasion avec les petites tables virtuelles de se retrouver, d'échanger, d'avoir quand même un moment convivial. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Alors moi, c'est vrai, ce sera mon dernier événement de rentrée, comme l'a souligné Arnaud, parce que d'ici quelques semaines, je serai partie pour d'autres aventures professionnelles. Et voilà, c'est l'occasion de remercier Charlie, qui a été un super binôme et qui a fait un super taf pendant toute cette année ici, 2020. Et puis remercier le CA pour sa confiance et son soutien tout au long de cette année. Et également les membres, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur chacun de vos projets. Donc voilà. Et maintenant, place au petit moment networking. On vous retrouve donc sur la plateforme. N'hésitez pas à prendre une table et vous pourrez après partir de table en table. Bonne soirée, à tout de suite.